penser un certain nombre de choses, y compris l'éducation, la santé ou même le système de retraite, comme ne devant pas forcément être géré de façon centralisée par l'État. Donc c'est toutes ces questions qu'on adresse en même temps et c'est ce qu'on appelle le libéralisme. Et nous, on n'est pas là en tant que parti politique, on est là pour faire découvrir ces idées et ensuite pour ceux qui s'y intéressent, les aider à se former, à lire, à rentrer dans des communautés, des cercles de personnes qui peuvent plus ou moins penser la même chose, même s'il y a une grande diversité d'opinions. Et ensuite, de former ces personnes-là à vivre pour leurs idées, c'est-à-dire à les diffuser, trouver des moyens, éventuellement devenir journaliste, écrire des rapports pour des think tanks, éventuellement travailler dans des partis politiques plus classiques, ou plus généralement d'être un influenceur, un peu au sens d'Hayek, l'auteur de La route de la servitude, d'être un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui porte ses idées où qu'il soit. Ça commence dans une conversation, mais ça commence de mille et une façons. Et pour un libéral, moi je trouve que c'est une belle façon de penser la politique, c'est-à-dire pas forcément du point de vue des institutions coercitives, on parle de ça aussi, mais tout simplement, vous avez des convictions, une vision du monde, des façons de vivre, et vous voulez les diffuser, vous voulez convaincre, ou en tout cas intéresser d'autres personnes à la façon dont vous imaginez le vivre ensemble, de votre point de vue, et vous essayez de trouver vous-même les moyens pour le faire vivre, plutôt qu'attendre de l'État ou d'institutions de le faire. Et en plus, vous le faites quelque part plus moralement, puisque vous n'imposez rien à personne. Et on est là dans ce que j'appellerais les vertus du libre-échange et de la collaboration. Voilà. Donc ça, c'était pour présenter Students for Liberty. Je vais passer la parole à Sacha Benamou, qui est l'artisan de cet événement et qui travaille depuis 6 mois énormément sur le mouvement et qui est aussi l'auteur, en tout cas le coordinateur, voilà, puisqu'il n'y a pas beaucoup de texte à faire finalement, à part la préface. Et surtout, il y a beaucoup de travail, c'est-à-dire un nombre incalculable d'heures pour coordonner les préfaces, trouver les textes. Donc voilà, vous avez ici 17 textes qui recouvrent un peu toutes les thématiques, des textes d'anthologie, essentiellement de penseurs français, et qui sont souvent méconnus, y compris dans le monde académique français, et avec des préfaces de libéraux contemporains, et c'est assez œcuménique, parce que comme vous le savez peut-être, chez les libéraux, tout le monde n'est pas d'accord. Donc on a des préfaces qui vont de Pascal Salin jusqu'à Gaspard Koenig, et c'est tout l'intérêt pour nous de montrer que, voilà, encore une fois, on est là sur la diffusion d'idées, on n'est pas là pour préparer un programme politique. J'espère qu'on formera des cohortes qui, un jour, au sein de ces cohortes, on trouvera des gens qui, un jour, convertiront politiquement ces idées. Voilà, merci Sacha, merci et bravo pour l'organisation de ce Bonjour à tous, merci d'être venus. C'était pas facile pour moi non plus ce matin. Non, simplement, je voulais vous expliquer pourquoi on a choisi ce thème, parce que je sais qu'il y en a il y a des gens dans ceux qui nous suivent qui étaient un peu ronchons qu'on n'aborde pas plus de thématiques purement économiques. D'abord parce qu'il y a la révision de la loi bioéthique qui arrive, et donc c'était important de s'inscrire dans l'actualité. Ensuite, on voulait faire passer un message qu'on a parfois un peu de mal à faire passer en France sur le libéralisme, c'est que le libéralisme n'est pas une doctrine économique, c'est d'abord une philosophie du droit et qui repose sur le sacro-saint droit de propriété. Et ce droit de propriété, depuis John Locke, tous les penseurs libéraux le justifient d'abord par la propriété qu'on a sur soi-même. Donc c'est pour ça que ça me semblait important qu'on aborde cette problématique de la propriété de soi. Voilà. Merci Sacha, donc on va officiellement commencer la conférence. Le premier débat sur scène, c'est drogue et travail sexuel, la prohibition ne peut-elle qu'échouer? Réponse avec Édouard S. Merci beaucoup pour l'introduction. Vous m'entendez bien? Ouais. Super. On a une séquence maintenant qui va commencer de 2h jusqu'à midi. La drogue et travail sexuel, la prohibition ne peut-elle qu'échouer? Ça va s'organiser, en fait, on va avoir d'abord une séquence sur le travail sexuel qui va durer 20 minutes. Et ensuite, on va avoir une séquence sur la prohibition des drogues qui durera elle-même 20 minutes. Ce qui va donc faire 10 minutes de speech pour chacun des intervenants dont j'ai beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui. Et ensuite, on aura un échange entre les 4 participants je pense qu'on va très rapidement remarquer des points communs entre les luttes contre la prohibition des drogues et la lutte contre la criminalisation du travail sexuel. Donc, je pense que ce sera une discussion intéressante qu'on pourra avoir. Et enfin, on ouvrira aux questions du public.
Donc encore une fois, merci aux 4 intervenants d'être venus ce matin. On a vraiment un plaisir et un honneur de vous recevoir. Je vais faire une rapide introduction des 4 intervenants. Nous avons d'abord Fabrice Olivet. Merci Fabrice d'être venu aujourd'hui. Fabrice est historien de formation. C'est un militant historique de la réforme de la politique des drogues. Depuis 1996, il anime l'association ASUD, auto-support des usagers de drogue, agréé par l'État pour orienter les personnes prises en charge dans le système de soins pour des questions relatives à l'addiction. Tu me corrigeras sur mon tronc, je pense que tu auras aussi l'occasion de présenter l'association pendant ton speech. Fabrice Olivet est aussi membre de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. Donc il nous parlera aujourd'hui de la prohibition des drogues. Sur cette même thématique, nous avons le plaisir de recevoir Béchik Bourdelaba, qui est étudiant en droit et qui... Pardon, j'écorche le nom. Bourdelaba, pardon. Merci. Béchir est étudiant en droit et directeur du plaidoyer chez Normal France, qui est une association que vous connaissez peut-être, qui est une association en fait, qui est ouverte aux citoyens, qui souhaite une réforme des lois sur le chanvre et sur tous les stupéfiants de manière générale, dans l'objectif de développer une politique rationnelle, juste et efficace en matière de lutte contre les abus de substances et des addictions. Donc Béchir aussi viendra aujourd'hui nous parler de la prohibition des drogues et des raisons pour lesquelles ils les combattent. Sur le sujet du travail sexuel, nous avons le plaisir de recevoir Thierry Schaffhauser, qui est travailleur du sexe et militant syndical français. Il est membre fondateur du STRAS, dont vous avez peut-être entendu parler, le syndicat du travail sexuel, dont il devient responsable des relations internationales en 2009. En 2014, il écrit La lutte des putes aux éditions La Fabrique, un super bouquin que je vous recommande beaucoup, où il fait un plaidoyer pour la reconnaissance du métier des travailleurs et travailleuses du sexe. Il milite depuis de nombreuses années dans la lutte contre le sida, pour les droits des minorités sexuelles et de genre, dont évidemment les travailleurs et travailleuses du sexe. Thierry Schaffhauser est aujourd'hui porte-parole du STRAS, le syndicat du travail sexuel. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Sarah-Marie Maffezoli, doctorante en droit public. Non, docteur. Pardon, docteur. Docteur en droit public. Auteur de plusieurs articles sur le travail sexuel. Coordinatrice du programme Jasmine, combattre les violences faites aux travailleuses du sexe, en partenariat avec le Lotus Bus de Médecins du Monde, qui est un programme qui intervient depuis 15 ans auprès des travailleuses du sexe chinoises à Paris. C'est aussi un programme en accord avec les Amis du Bus des femmes, qui est une association de santé communautaire qui a été créée dans les années 90 à Paris. Et elle travaille aussi avec le STRAS, où travaille aussi Thierry Schaffhauser. Elle interviendra aujourd'hui pour Médecins du Monde et elle nous parlera notamment du rapport qu'a sorti Médecins du Monde, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques mois, sur la pénalisation des clients. Voilà, cette loi qui est entrée en vigueur en 2006, il y en a 2 ans. 2016, pardon, 2016, il y a 2 ans. Et dont les effets, vous verrez, ne sont pas ceux qu'ont prétendu le législateur. Donc pour commencer, je vous propose qu'on commence avec la séquence de 20 minutes sur le travail sexuel. Donc 10 minutes chacun, si vous le voulez bien. Et à vous la parole, Thierry ou Sarah-Marie, comme vous voulez. Commencez. Merci beaucoup. Bonjour, donc alors je vais vous parler du rapport qui n'est pas un rapport Médecins du Monde. Donc, en 2016 a été adoptée une loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel qui comprend un certain nombre de mesures, dont la pénalisation des clients. Cette loi contient également certaines autres mesures et donc quelques bonnes mesures, donc on va les mentionner également, notamment l'abrogation du délit de racolage public qui avait été mis en place en 2003. Le fait qu'agresser une travailleuse du sexe pour certaines infractions dans le cadre de son activité est une circonstance aggravante, ce qui est une reconnaissance de la discrimination à l'encontre des travailleuses du sexe,
et le fait que les titres de séjour pour les victimes de traite ou de proxénétisme qui témoignent dans le cadre d'une procédure pénale sont de droit. Donc c'est les avancées de cette loi, raison par laquelle, par exemple, nous ne demandons pas aussi purement et simplement l'abrogation de la loi du 13 avril 2016, mais simplement l'abrogation de certaines dispositions de cette loi, dont la pénalisation des clients. On a très largement combattu, Médecins du Monde, cette loi en lien avec d'autres associations, dont le STRAS, mais aussi également toutes les associations communautaires, c'est-à-dire composées de travailleuses du sexe en France, et d'autres structures assez importantes, hein, comme des structures de lutte contre le VIH, AIDS par exemple, ou des structures également féministes, comme le planning familial, qui s'est également opposé à la pénalisation des clients. Malheureusement, on a été auditionnés, nous n'avons pas été entendus, puisque de toute façon, il y avait une approche extrêmement idéologique et qui ne s'intéressait pas véritablement à l'expertise tant des premiers concernés que des associations de terrain, et qui donc n'ont d'autres expertises que celle-là et qui ne sont pas fondées du tout sur une idéologie, c'est pas l'enjeu. Et en 2016, on a décidé de documenter immédiatement l'impact de la loi. En collaboration avec 2 chercheurs en sciences humaines, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, composé d'associations, dont Médecins du Monde, dont le STRAS, dont les associations que je viens d'évoquer à l'instant. Mais ce sont les chercheurs qui ont mené ce travail d'entretien avec 100 travailleuses du sexe, puisque c'était une méthodologie qualitative, mais également des entretiens avec des associations, et également avec des associations qui ont défendu la loi, puisque l'enjeu, c'est pas du tout d'écouter seulement ceux qui sont d'accord avec nous, mais véritablement d'avoir un retour d'expérience de la part de toutes les personnes, qu'elles aient été au départ pour ou contre la loi. Parallèlement à cette enquête avec une méthodologie qualitative, on a mené une petite enquête quantitative, puisque malheureusement il y a une espèce de règne du chiffre, et que quand on déroule des constats, il faut toujours les assortir de quelques chiffres pour qu'ils deviennent audibles pour le grand public. Voilà. Et il s'avère que les résultats de cette petite enquête quantitative, je dis petite parce qu'il y a seulement 600 travailleuses du sexe qui ont été interrogées dans le cadre de cette enquête. Au regard de ce que sont les enquêtes quantitatives, c'est très peu. Au regard d'une enquête quantitative réalisée auprès des travailleuses du sexe, c'est énorme, puisque c'est la première en France de cette envergure. Et je peux te dire, Thierry Frisera, mais je parle sous ton contrôle, mais même à l'international, je pense que c'est une enquête d'envergure, puisqu'il y a assez peu d'enquêtes où autant de travailleuses du sexe ont été interrogées. L'idée au départ de la loi, bon, c'est lutter contre la prostitution, mais c'est basé totalement sur l'amalgame entre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et le travail sexuel, et sur l'idée que les personnes qui exerceraient le travail du sexe ne sont pas libres. Nous, très clairement, l'enjeu, c'est pas un enjeu de liberté. Désolé pour votre approche aujourd'hui. Notre démarche, c'est de voir, quelle que soit la situation des personnes qui exercent le travail sexuel, quel que soit leur degré d'autonomie, et c'est un terme qu'on préfère parce qu'il est souvent plus en phase avec la réalité vécue par les personnes, est-ce que la loi leur apporte quelque chose ou non? C'est vraiment dans cette manière qu'on a abordé le sujet. Alors le constat est sans appel, hein, 2 ans après l'adoption de la loi. Pour faire simple et très vite, puisque les chiffres nous aident à ça, 78% des travailleuses du sexe interrogées estiment que la loi a conduit à une plus grande précarité et donc à dégrader leurs conditions de vie. 38% ont plus de difficultés à imposer le port du préservatif dans le cadre des rapports.
42% estiment être plus exposés à des violences depuis l'adoption de la pénalisation des clients. Voilà, c'est 3 chiffres que je balance comme ça. Nous, c'est vrai que sur le terrain, on l'a constaté très clairement, une augmentation des violences énorme, avec aussi certaines violences qui sont apparues ou qui sont très largement développées depuis l'adoption de la loi. Des situations de précarité catastrophiques, quelles que soient les situations des personnes au départ, avec de l'autre côté le volet de la loi, et puisque c'est ça quand même qui est censé le défendre, c'est le fameux volet social qui était le parcours de sortie, qu'on a dénoncé avant, qu'on continue à dénoncer, puisque c'est... bon, d'abord c'est un dispositif extrêmement stigmatisant, puisque là encore c'est un dispositif qui se situe en dehors du droit commun pour les travailleuses du sexe, alors que l'enjeu ce serait plutôt l'accès au droit commun pour toutes et pour tous. Mais là en plus, la manière dont il a été pensé, c'est une aberration, c'est-à-dire que c'est une régularisation extrêmement précaire, 6 mois de titre de séjour renouvelable 3 fois. Quand on a un peu conscience de ce que ça veut dire un titre de séjour, 6 mois en fait ça veut dire qu'on passe sa vie à la préfecture. Puisque quand on a le titre de séjour, on prend le rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour. Et pas seulement à Paris, dans beaucoup d'autres endroits. Donc c'est extrêmement précaire, ça ne permet pas du tout aux personnes qui souhaitent changer d'activité de pouvoir trouver véritablement un travail. Aucun fonds sur la formation des personnes, à commencer par des cours de langue, puisque un des enjeux pour pouvoir trouver du travail dans cette logique-là, c'est de parler français. La condition d'arrêt de l'activité en amont, c'est-à-dire que les personnes doivent avoir arrêté l'activité quelques mois avant que leur dossier soit accepté. Donc ça veut dire qu'il y a ensuite elles ont une allocation, une fois qu'elles ont été acceptées, il y a une allocation de 300 € par mois. Mais en amont, il faut qu'elles aient arrêté, donc elles ne doivent plus toucher d'argent par travail sexuel, elles ne touchent toujours pas l'allocation, donc on ne sait pas très bien de quoi elles sont censées vivre. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est que les personnes elles vont continuer à exercer le travail sexuel en cachette pour pouvoir continuer à vivre, parce qu'il n'y a juste pas d'autre solution. Même celles qui souhaitent changer d'activité, là on parle bien de celles qui souhaitent changer d'activité. Exercer le travail sexuel en cachette, ça veut dire des conditions beaucoup plus dangereuses. Ça veut dire aussi que si elles ont eu un titre de séjour dans ce cadre-là, qu'elles exercent le travail sexuel en cachette, qu'elles ont, je sais pas, un accident d'exposition VIH, qu'elles ont besoin de prendre un traitement post-exposition, elles ne vont pas aller le prendre parce que ça veut dire révéler le travail sexuel. Elles ont été exposées à des violences dans ce cadre-là, elles veulent aller porter plainte ou bénéficier de soins, elles ne vont pas le faire parce que ça veut dire révéler le cadre dans lequel ça s'est passé. Donc c'est quelque chose qui invisibilise simplement le travail sexuel. Et l'objectif de cette loi, en réalité, c'est exactement ça. C'est la même chose que la pénalisation du racolage public. C'est une perspective d'invisibilisation du travail sexuel, sous couvert de lutter contre la prostitution. On a l'impression que si on cache la prostitution sous le tapis, elle n'existe plus, sauf qu'elle existe dans des conditions extrêmement dégradées pour les personnes qui l'exercent, alors que l'enjeu fondamental, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus efficace pour que les personnes exercent dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui serait possible pour que les personnes qui souhaitent changer d'activité puissent changer d'activité dans les meilleures conditions, et ça c'est pas spécifique au travail sexuel, j'ai envie de dire n'importe quelle personne qui souhaite changer d'activité doit pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Et quelles sont les mesures les plus efficaces pour lutter contre l'exploitation des personnes? En l'état, la lutte contre la prostitution n'est pas efficace. Si on veut lutter contre l'exploitation qui se réalise dans un contexte de politique migratoire extrêmement restrictive, il y a une solution qui est assez simple en fait, c'est de ne plus avoir une politique migratoire extrêmement restrictive. Parce que si on ferme les frontières, en fait, c'est comme si on donnait directement de l'argent aux passeurs. Et dans cette perspective, les gens veulent migrer, ils sont prêts à donner de l'argent, et ça favorise la traite et l'exploitation. Donc maintenant, c'est un peu quels sont les enjeux? Est-ce que l'enjeu c'est la lutte contre la prostitution parce que c'est véritablement ce qui est le plus important, ou est-ce que l'enjeu réel c'est lutter contre la traite, lutter contre l'exploitation des personnes et garantir aux personnes qui exercent cette activité des conditions
les meilleurs pour l'exercice de cette activité. Clairement, la loi ne répond pas à des objectifs d'amélioration des conditions de vie des travailleuses du sexe. Et je veux dire, c'est reconnu, hein, les politiques qui ont adopté cette loi n'étaient pas dans cette perspective-là, c'est une perspective de lutte contre la prostitution. Et très clairement, la lutte contre la traite ne fonctionne pas. On a des chiffres qui sont toujours très aléatoires, mais j'étais assez impressionnée, je discutais avec un collègue d'une asso de santé communautaire très récemment. Entre 2016 et 2017, les chiffres de suivi de victimes de traite des êtres humains au sein de cette association ont doublé en 2017. Donc, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas du tout, et les chiffres, Thierry les aura plus en tête que moi, de l'Office central de lutte contre l'exploitation des êtres humains et de la brigade de répression du proxénétisme, montrent aussi qu'il y a plutôt une augmentation des situations d'exploitation des travailleuses du sexe. Donc il faudrait probablement prendre acte de cela. Merci beaucoup. Plus précisément, c'est 87 affaires de traite des êtres humains en 2017 qui ont été répertoriées par le CRET. Alors qu'avant, on était sur une moyenne de 30 à 40 affaires par an. Donc là aussi, on a un doublement aussi. Sachant que les chiffres policiers sont bien inférieurs au suivi assuré par les associations pour les victimes de traite, puisque on était plutôt sur du 80 suivis en 2016 et le double en 2017 pour les associations. Pour le bus des femmes, je crois on est dans les 300 accompagnements. Hein. En fait, c'est les nouvelles personnes suivies. 80 ah oui. nouvelles personnes. Oui. Bon. Sur la prohibition, c'est un vieux thème. Hein. On dit souvent que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Je pense que la prohibition est assez vieille aussi, puisque depuis dès l'Antiquité, les débats sur ce qu'il faut réglementer, contrôler ou punir et interdire, ça existe déjà. Et ça a duré pendant jusqu'à aujourd'hui. Hein. La nouveauté, ça a été dans les années 1860 au Royaume-Uni est apparue donc l'idéologie abolitionniste. Josephine Butler, qui était une fille de pasteur anglais qui avait lutté pour l'abolition de l'esclavage, a repris tout le champ lexical de la lutte contre l'esclavage pour le coller à la prostitution. Donc avec l'idée aussi qui est liée à la mythologie chrétienne par rapport, je pense, au personnage de Marie-Madeleine, qui à partir du Moyen-Âge est devenue une figure de la mythologie chrétienne. Avec cette idée que cette femme déchue pouvait être pardonnée par le Christ à partir du moment où elle acceptait de se repentir, etc. Donc c'est un personnage qui a permis, du coup, il y a eu plein de maisons Marie-Madeleine qui ont été créées dès le Moyen-Âge pour essayer de réinsérer socialement, maintenant on dit réinsérer, à l'époque je sais plus, on disait réhabiliter les prostituées. En leur faisant faire du travail gratuit pour les bienfaits de l'Église, donc notamment blanchisserie, plein de travaux ménagers. Certaines d'entre elles ont été expulsées, déportées en Nouvelle-France ou dans les colonies, etc. Donc là, on peut vraiment parler de traite d'êtres humains. Et puis, c'est jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, on n'est plus dans le travail forcé. Maintenant, on a le parcours de sortie de la prostitution, on a les ateliers d'Agobert d'Amicalvi. Donc, normalement, c'est sur la base du volontariat. Même s'il y a toujours des pressions qui se font, puisque si vous faites arrêter par la police, alors aujourd'hui, il n'y a plus le délit de racolage, mais il peut y avoir aussi les questions de séjour, ce genre de choses. Si vous voulez avoir une bonne appréciation d'un juge, c'est toujours mieux de dire je suis suivi par tel ou tel asso et je fais l'effort de me réinsérer et donc je vais faire les travaux de l'Amicale du Nid, donc façonnage d'imprimerie ou mise sous pli, des trucs un peu bêtes qui ne sont pas du tout formateurs et qui ne servent à rien. Cette prohibition, on l'appelle abolition maintenant, pour moi c'est toujours une forme de prohibition qui se veut un peu plus humaine, un peu plus humaniste, mais je pense qu'au XIXe siècle, effectivement, l'idée c'était un peu une troisième voie émancipatrice qui puisse sortir de l'un et de l'autre, donc du réglementarisme, donc maison close, encartement, fichiers obligatoires, etc., ou de la prohibition avec les insoumises qui continuent à être pénalisées, etc. L'idée c'était un peu de sortir de ça et de tolérer finalement l'exercice du travail sexuel. Et puis je pense qu'avec le modèle suédois,
donc qui est pas d'inspiration chrétienne, mais plus féministe radicale. Donc, je renvoie au travail de McKinnon ou Dworkin ou ce courant féministe-là, bon, qui défend la pénalisation des clients et donc, je pense, retombe sur une forme de prohibition. Ce qui n'était pas du tout défendu par Josephine Butler au XIXe siècle, qui avait prévenu ses contemporains en disant il faut faire attention justement de ne pas retomber sur des formes de pénalisation, puisque déjà à l'époque, la pénalisation du racolage au Royaume-Uni, par exemple, avait été défendue par des féministes dans l'idée qu'il y avait trop de harcèlement sexuel dans la rue et que c'était lié à la prostitution, parce qu'à force que les hommes soient habitués, sollicités par des prostituées dans la rue, ça les encourageait du coup à confondre n'importe quelle femme avec une prostituée et donc d'importuner les femmes dans la rue. Et donc un des arguments pour la pénalisation du racolage au XIXe siècle, c'était un argument féministe. Donc, c'est assez intéressant de voir comment les choses basculent, etc. Au niveau des idées, comment elles sont défendues. Bon, après, je pense qu'en ce moment, depuis maintenant ces dernières années, il y a des arguments anti-prohibitionnistes, mais je pense que malheureusement, justement, les arguments libéraux ont été ceux qui ont été le plus mis en avant et qui n'étaient pas portés par les travailleuses du sexe. C'est des arguments qui ont été portés par exemple par Madame Badinter ou Madame Elisabeth Lévy sur l'idée de liberté de se prostituer, etc. Bon, je dis malheureusement parce que je pense que c'est en partie pour ça qu'on a perdu, parce que c'est opposer une idéologie par rapport à une autre, et on est dans la négation des contraintes qui sont inhérentes au travail. Moi je pense que quand on travaille, en fait, c'est difficile de parler de liberté. Peut-être quand on est entrepreneur ou voilà, quand on est dans la défense du marché, etc. Mais je pense que du point de vue des gens qui sont exploités, en fait, quand vous devez payer votre loyer, quand vous devez payer vos études, quand vous devez nourrir vos enfants, quand vous devez franchir des frontières, etc., il y a des contraintes qui existent, qu'elles soient économiques ou autres. Et je pense qu'on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Et je pense qu'il faut y répondre. Et donc je pense que quand on développe nos arguments pour défendre les droits des travailleurs du sexe, je pense on ne peut pas se contenter de dire voilà la liberté de se prostituer et de faire ce qu'on veut de son corps. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte la question du travail forcé, la question de la contrainte économique, etc. Donc évidemment, nous on va parler par exemple de la question du droit au séjour, la question pour les personnes trans qui n'ont pas de papier d'identité conforme à leur identité, des discriminations qui existent, que ce soit les inégalités économiques aussi pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de mères célibataires qui existent au travail sexuel, et je rappelle que les familles monoparentales sont les plus concernées par la pauvreté en France, si vous regardez les chiffres, etc. Donc bon, tout ça, il y a des choses à faire pour pouvoir lutter contre ces contraintes-là et réduire la dépendance au travail sexuel ou au travail en général. Sauf que c'est pas du tout ce qui a été fait. Oui, on est resté plutôt sur cette idée assez simpliste que en fait, ce serait la demande des clients qui serait la cause du travail sexuel et de la traite d'êtres humains, et pas du tout en prenant en compte les besoins des personnes ou vraiment à la marge. C'est-à-dire que ils ont créé ce parcours de sortie de la prostitution, mais qui en fait est plus une façon de de se donner bonne conscience pour le législateur, je pense, puisque ils voulaient pas régulariser tous les sans-papiers, donc ils ont fait ce truc complètement débile où il faut rentrer dans une commission, vous allez être surveillé par les associations catholiques abolitionnistes agréées qui vont vérifier que vous avez bien arrêté la prostitution, sinon vous serez puni, vous allez perdre votre titre de séjour. L'hébergement, comme c'est saturé, il n'y en a pas. Et puis la location, c'est 330 € par mois, donc ça c'est la grande idée des législateurs qui n'ont probablement jamais dû vivre avec ce montant-là et qui pensent que c'est possible de vivre avec 330 € par mois. Donc ils se sont dit, c'est très bien pour les prostituées, c'est un peu moins que le RSA, mais c'est pas grave, on va faire un truc en dehors du droit commun, on va faire encore moins que les minima sociaux pour les citoyens lambda. Et évidemment, ça ne fonctionne pas puisqu'il y a 50-60 personnes en 2 ans qui sont entrées dans ce parcours. Alors que l'objectif, je crois, c'était 500 par an. Donc même au niveau, par rapport aux objectifs annoncés, on est très loin. Donc voilà, on n'est pas du tout dans des réponses adéquates par rapport aux vrais problèmes qui peuvent exister dans l'industrie du sexe.
Évidemment, on a des conséquences négatives, y compris par rapport à cette pénalisation. Bon, je pense que Marie a bien évoqué tous les problèmes par rapport à la dégradation de la santé, l'insécurité, la précarisation, et puis aussi effectivement la dépendance accrue aux exploiteurs, intermédiaires, etc. Voilà, j'ai fait mes 10 minutes, oui, c'est bon. Bon, bah, merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On va maintenant, du coup, comme on a expliqué, passer à la séquence de 20 minutes sur la prohibition des drogues. Et à la suite de celle-là, du coup, on va enchaîner avec une discussion. Je pense qu'il y a des points communs qu'on va vite remarquer entre les deux luttes. Et puis, voilà, les espèces de positionnements moraux très paternalistes, très criminalisants. Toujours cette idée de la répression, je pense qu'on va vite arriver là-dessus et ça créera une discussion intéressante. On peut commencer du coup, Béchir, Fabrice. Bon, moi j'ai un PowerPoint. Ouais. Alors, par contre, comme Bénédicte s'était désisté, j'ai cru que j'allais pouvoir disposer de plus de 10 minutes, donc j'avais pensé ajouter à cette présentation un petit extrait du journal d'Assur. Donc moi je suis donc Fabrice Olivet, qui est directeur d'une association de personnes qui consomment des drogues, qui en ont consommé, qui est une association créée par l'État français, enfin, avec de l'argent de l'État français, soutenu par l'État français, agréé par l'État français, mais dans une discrétion relativement importante pour que ça ne se sache pas trop. Mais comme le sujet aujourd'hui m'intéresse au plus haut point, parce que c'est vraiment le cœur de la contradiction qui existe entre la politique officielle de réduction des risques, dont on va certainement parler ensuite avec Béchir, et la prohibition des drogues. Et c'est vraiment cette question de la liberté. Bon là, j'espère qu'on y reviendra, parce que j'ai une petite nuance avec ce que vous avez dit. Je pense que cette question de la liberté, y compris dans la question du travail sexuel, elle est absolument fondamentale. Donc ce journal d'Assud qui existe depuis 1992, donc on est à notre 61e numéro, j'avais fait un éditorial il y a quelques années qui s'appelait « Vive la drogue, nom de Dieu ». Alors ça disait « Oui, c'est vrai, on aime ça, c'est du reste un peu pour cette raison qu'on en a pris, qu'on en prend ou qu'on en prendra. Nous sommes tous des fétichistes du matin glauque, ou de la paupière lourde, ou de la langue chargée, des turpitudes de la veille. Oui, nous appartenons à cette race de chacals qui voit dans la modification de conscience comme un continent inexploré, un dieu primitif aux exigences bornées, au pouvoir thaumaturge. Voilà, c'est dit, c'est bon de soulager sa conscience. » Alors bon, je vais abréger parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Donc le dernier paragraphe c'était, alors c'est quoi le sujet? Le sujet c'est l'ivresse posée comme un problème et non comme une solution, qu'elle est de fait pour la plupart d'entre nous. Et là, on diverge, et gravement. Autant il est vain d'être pour ou contre la drogue, on n'est pas pour ou contre les chaussons ou la saucisse. Autant l'ivresse présentée comme une valeur qui honore la condition humaine est une cause qui mérite d'être défendue. Sommes-nous prêts à mourir pour cette cause? Non, justement pas. Nous pensons au contraire que l'ivresse est une valeur de vie et non pas de mort. Ne balayez pas cet argument, nous disons tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. L'ivresse est un état recherché depuis toujours pour explorer les chemins les plus chaotiques de l'existence, et nous défendons toutes les ivresses, les grandes, les petites, les vulgaires, les racoleuses, les licites, les illicites, toutes. L'ivresse est un état qui honore l'être humain, une révolte contre la fatalité. L'ivresse est à l'origine de milliers de bonnes actions, de gestes d'amitié, de partage, de mots d'amour, de rire surtout. Supprimez l'ivresse, ne serait-ce qu'un instant, et vous entendrez un silence étrange, celui qui sert dans l'expression « silence de mort ». Oui, je sais, ce n'est pas bien d'écrire des choses pareilles. Nous sommes l'association des gens qui en prennent, mais nous n'avons pas le droit de dire qu'on en prend, et qu'en prendre, la plupart du temps, ça nous fait rire. Donc ça, c'est pour vous situer cette question que Édouard avait interrogée d'ailleurs dans le mail que tu m'as envoyé, qui est la question
du bonheur, de tout ce qui est positif et qui est interdit d'ailleurs d'être présenté positivement par la loi, parce qu'il y a une loi, j'espère que le juriste que tu es, Béchir, pourra revenir là-dessus, qui interdit de présenter les drogues sous un joug favorable, mais qui en fait constitue l'élément essentiel de la motivation des gens qui prennent des drogues dans ce pays. Alors, pourquoi il y a nécessité d'avoir ce combat moral qui est vu souvent dans le camp des antiprohibitionnistes dont je fais partie, avec beaucoup de suspicion. Nous pensons que ce combat, il est inévitable. Parce que, effectivement, tout ce qui relève du plaisir, forcément, va avoir affaire avec la morale. Donc, défiance ou conformité sociale, je voudrais parler du poids de ce que j'appelle des entrepreneurs de morale. Voilà. Est-il possible de sortir de ces catégories lorsqu'on parle de drogue? Et est-ce souhaitable du point de vue du mieux-être des usagers? Donc, diapo suivant. Donc, hashish, morphine, héroïne, coco, ecstasy, crack, toutes ces drogues renvoient directement à des transgressions et à des plaisirs interdits. Et cette moralisation précoce du débat, elle a d'emblée polarisé les points de vue. On a d'un côté des antidrogues, qui sont la vertu des gens normaux, hein, des gens bien, et les implicites moraux de la prévention primaire qui disent qu'il ne faut pas prendre de drogue quand on fait partie des gens bien. Et de l'autre côté, on a les pro-drogues, qualificatifs péjoratifs auxquels ont droit la plupart des militants de la réduction des risques, dont je suis, et auxquels ils essayent désespérément d'échapper. Ce que je veux dire, c'est que ce débat moral, il est fui, encore une fois, par la plupart des gens qui défendent la réduction des risques au nom de cette dichotomie entre les gens bien et les gens un peu suspects qui défendent la drogue. Donc la guerre à la drogue, elle s'appuie sur cette évidence. Drugs are bad. Diapo suivante. Je suis désolé, hein, mais tu vas être soumis à la contribution. Alors là, il y a un truc que je pense qu'on ne va pas avoir le temps de passer. C'est un extrait de Éric Brunet. Voilà, je vous renvoie à Internet. Éric Brunet, donc je ne vous le présente pas, et donc nous avait fait une sortie terrible sur le fait que ASUD était financé par le ministère de la Santé. Et donc c'était dans une émission, de RMC sur le fait que l'argent des contribuables est toujours dépensé pour rien. Et donc c'était excellent, il y avait des bruits de machines à sous, et donc on disait, voilà, ils balançaient des chiffres astronomiques d'ailleurs de financement d'ASUD en disant que c'était fait pour financer la drogue et les drogués. S'il te plaît. Alors, anti-drogue, le poids du jeu, oui, parce que qu'est-ce qui justifie ces entrepreneurs de morale? C'est un rapport implicite avec la morale majorité, un discours qui s'appuie donc bien sur le jeu et sur le nous, et donc Éric Brunet, c'était très clair, hein, c'était nous. Voilà, il disait, à la fin, il disait, on va tester des drogues, on va tester le cannabis. Alors ça faisait rire tout le monde. Nous, les gens normaux, évidemment, on ne fait pas ça. Et puis il y avait la phrase de Coluche, et qu'est-ce qu'ils en font de l'argent, qu'est-ce qu'ils en font de l'argent, ils le dépensent, etc. Donc, ce nous-là, plein de bon sens franchouillard, il situe clairement le débat. Entre parenthèses, je disais, il aurait fallu écouter l'extrait, c'est Coluche était dépendant de l'héroïne, et fondateur des Bédos du Cœur, c'est-à-dire une association pro-cannabis. Mais bon, ça, Éric Brunet, soit il ne le savait pas, soit il ne voulait pas en parler. Donc, vas-y, diapo suivante. Alors, pour nous, les pro-drogues, entre guillemets, on a l'interdiction de ce jeu. C'est-à-dire qu'à l'autre bout du spectre, nous, les pro-drogues, on est interdits de parole, disqualifiés socialement, assimilés à la drogue elle-même, qui est censée être l'agent moteur de notre existence. Les dépendants, les gens qui soutiennent qu'il faut dépénaliser les drogues, on te balance tout de suite dans le camp des dépendants, et la dépendance aujourd'hui, c'est extrêmement infamant. Donc le combat moral contre les drogues a opéré cette démonisation de tout discours pro-drogue. Toute présentation sous un joug favorable est interdite par la loi. Donc encore une fois, au nom du combat moral, c'est la drogue qui parle et c'est pas le drogué. Diapo suivante.
L'impossibilité de visiter des élites sociales, ça c'est très important aussi. Donc le moralisme anti-drogue, il crée une perspective sociale qui interdit le jeu à tous les éléments socialement intégrés, qui consomment des drogues ou qui en ont consommé. Avec une petite exception, les RIAB, donc vous avez ça aussi dans le domaine de la prostitution, donc les ex, donc les gens qui sont repentants, eux qui ont droit au jeu, mais ils se situent du bon côté, donc du côté de la repentance, et aussi souvent du côté du témoignage seulement, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de penser, on leur demande juste d'apporter du matériel à cette construction du combat moraliste en disant, vous voyez, ces gens en ont pris, ils témoignent que c'est un enfer. Alors, un paradoxe, c'est que nombre de professionnels du médico-social ou même de médecins, c'est connu dans tous les travaux qui portent sur la question des drogues, qui choisissent de travailler dans les addictions, sont souvent eux-mêmes des usagers récréatifs. Mais ils seront les derniers à se ranger dans ce camp-là, par souci de carrière, et voire même, la loi aggrave les peines quand vous êtes travailleur social, en tout cas, si vous êtes condamné pour des questions relatives aux drogues et que vous êtes vous-même pris dans une question de drogue, la peine est aggravée parce qu'on considère que vous avez une responsabilité morale, encore une fois, vis-à-vis de la jeunesse, etc. Diapo suivante. Alors l'impossible troisième voie, c'est la réduction des risques. C'est ce qui a permis de créer le journal qui me paye un salaire depuis 20 ans. La réduction des risques, puis la technologie aujourd'hui, a tenté de fuir cette qualification de prodrogue en se plaçant sur le terrain de l'objectivité sanitaire. Donc là, on ne choisit plus entre des pros et des anti, on fuit cette fameuse question morale, on choisit l'efficacité. Donc, les drogues doivent être, les lois sur les drogues doivent être réformées parce qu'elles ne sont pas efficaces. Ce débat qui rappelle celui de l'efficacité en économie d'ailleurs, il faut réformer l'économie parce que ce n'est pas efficace. Un constat, la bonne santé, la guérison, le sein, tout ça, ça fait partie d'un conformisme social dominant qui est irrigué par les antidrogues. Et donc la prévention primaire, donc ce qui consiste à dire drug are bad, il ne faut pas prendre de drogue, reste le discours obligatoire dès qu'on parle de la jeunesse, et ça y compris quand on est du point de vue de la médecine et de la prise en charge. Délinquants ou malades, les usagers sont toujours inaudibles comme acteurs sociaux. Bon, là aussi, il y aura un parallèle à faire avec les prostituées, très certainement. À la stigmatisation du déviant succède la stigmatisation du malade, du fragile. Bon, schlag, c'est l'expression consacrée aujourd'hui en banlieue. Donc, bilan, cette troisième voie est objectivement récupérée par les antidrogues pour le combat de je. Et donc, on le voit bien d'ailleurs, tout ce qui est réforme des politiques des drogues basées uniquement sur le sanitaire, finalement débouche sur une forme de stigmatisation qui est quelquefois même encore plus efficace parce que le malade, il est malade pour la vie. Et il est malade physiologiquement. Et donc, finalement, on finit par se dire qu'il vaut mieux être classé dans le camp de la perversion parce qu'au moins, on est censé l'avoir choisi, plus ou moins, ou le camp de la délinquance parce que la maladie chronique objective, on n'en sort pas. Diapo suivante. Alors, le bal des hypocrites, oui, la seule angoisse, c'est d'être assimilé au camp des pro-drogues par des anti-drogues. Exemple, dans le débat sur les salles de consommation. Ça, j'y reviendrai pas, enfin, on pourra y revenir si vous voulez faire des questions. Bon, le Bigot, qui est un représentant de Parents contre la drogue, une association très, très, très catholique, à fond anti-drogue, avait dit à Valérie Pécresse, quand l'UMP est au pouvoir, vous continuez à financer l'association pour la drogue. Bref, Gaïa Paris, l'association qui gère, qui était d'ailleurs liée à Médecins du Monde, qui gère la salle de consommation, est toujours sur la défensive, elle engage le débat sur la valeur morale de la prise en charge des pauvres. Parce que là, c'est l'autre argument qu'on essaye d'avancer. La question des drogues, c'est les pauvres, c'est la prise en charge des gens économiquement faibles. Et ça pousse encore plus l'invisibilité des gens économiquement insérés qui prennent des drogues. Argument sanitaire de la salle de conso, se rapprocher des toxicomanes. Ah oui, rapprocher les toxicomanes du soin, c'est-à-dire c'est complètement contre-intuitif. C'est-à-dire on va vous aider à vous droguer, mais en fait c'est pour vous sauver. C'est un argument que j'ai déjà entendu de la part de mes collègues. Hein. Donc une réalité n'est jamais abordée, l'inscription tangible et symbolique du shoot dans la sociabilité urbaine, c'est-à-dire le fait que oui, il y a
avec cette salle de consommation, la reconnaissance du fait qu'il y a des gens qui s'injectent des drogues dans la cité. Et ça aurait été intéressant de le développer, ça ne l'est jamais. Diapo suivante. Voilà. Donc les militants antiprésentationnistes connaissent l'obligation des périphrases, du déni lorsqu'on veut incarner le jeu, un jeu non stigmatisant. Donc, par exemple, nous, les malades du sida, bon, on va parler de drogue, on va parler de maladie. Nous, les patients en soins. Donc c'est la raison sociale de la suite d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai un agrément du ministère de la Santé, c'est parce que je représente les gens qui sont en soins. Ce qui d'ailleurs nous vaut des débats internes au couteau, parce qu'un certain nombre de gens me disent mais, en quoi je vais être représenté par des gens qui sont malades alors que justement je milite pour l'inverse. Bref. Le cannabis thérapeutique, très important. Là. Ça va être certainement une mesure adoptée par le gouvernement parce que c'est très en même temps. C'est vraiment la drogue dure en même temps. Donc je pense qu'elle a beaucoup de... Je vous le dis d'ailleurs, je vous l'annonce puisque je fais partie de la commission des stupéfiants, mais ça si c'est un autre paradoxe. Certainement qu'on va avoir du cannabis thérapeutique en France dans les années qui viennent, mais ça c'est lié aussi à... Enfin, ça j'espère qu'on y viendra dans le débat, c'est lié à le contexte international qui lui marche très très fort et très vite. Mais ça, Béchir, je pense cette fois pour en parler. Et du côté du soin, le ILS, c'est-à-dire les autres, les drogués, les gens qui prennent des drogues illicites, c'est tous les autres sauf moi, est obligatoire. Donc, diapo suivante. Conclusion. Tout le travail d'ASSUT depuis notre création est une action de légitimation. La morale, loin d'être absente de cette quête de légitimité, pour nous, elle joue un rôle central. Pourquoi ? Justement pour retrouver du jeu et du nous. Exemple, la santé communautaire, qui est vraiment un concept absolument inconnu en France et très maltraité. C'est-à-dire le fait de se mettre ensemble pour prendre en charge la santé des nous, et non plus du ils. Mais le déséquilibre moral est patent dans le combat des anti et des pros. Exemple, l'association Marilou, qui est une association de parents qui ont perdu leur petite fille dans un accident de voiture où le conducteur a été incriminé pour avoir consommé du cannabis. Elle combat les drogués qui tuent au volant et ça leur accorde une légitimité médiatique absolue. À comparer avec nous, je me drogue, je suis heureux. On avait ce slogan en 2005 qui nous a été retiré par nos financeurs. On s'appelle le journal des drogués heureux. Je vous remercie. Du coup, ouais, donc je vais enchaîner après 3 interventions exceptionnelles. Bon, bah d'accord. Donc oui, alors moi déjà je m'appelle Béchir. Je suis directeur du plaidoyer au sein de Normal France, donc je m'occupe des questions relatives aux notes de positionnement, on rencontre des députés, des sénateurs, et donc Normal existe depuis un peu plus d'1 an maintenant, donc on réunit 1000 adhérents à travers tout le territoire français, qui sont favorables à 2 choses. La première, une évolution concrète de la législation en faveur d'une régulation des lois sur le cannabis, et la deuxième, une réduction des risques et la prévention dans la consommation. Donc, si vous voulez, notre projet, nous, on n'a pas le projet pour le moment de se faire financer par l'État. Nous, on attend, quoique c'est une très bonne chose, et je pense que vous êtes les seuls à y arriver, et c'est une anomalie. C'est une anomalie, mais on vous respecte pour ça, et évidemment, vous nous inspirez énormément. Nous, notre projet, en fait, il est très simple. Il est même basique, simpliste pour certains. Nous, en fait, on attend 2022. On attend 2022 parce qu'on sait que Gaspard va se présenter. On sait que... Alors, c'est pas Edouard qui aura le secrétariat d'État en charge de la régulation parce qu'il ne prononce pas bien mon prénom. Ce sera Sacha Benamou qui l'a invité aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir mettre en place une politique de régulation, laquelle... Alors ça, c'est un vrai sujet, mais peut-être que ce que vous vous dites là actuellement, c'est que ce que je dis, c'est utopique. Mais est-ce que c'est pas utopique de considérer que la consommation de quelqu'un est une anomalie pour la société et qu'elle doit être condamnée ? Est-ce que c'est pas utopique de penser qu'on va interdire ce qui ne nuit pas à autrui ? Est-ce que c'est pas utopique de considérer dans la conception des démocraties libérales occidentales qu'on va pouvoir interdire à l'heure du droit à la consommation, à l'heure où on va donner un droit très large, à l'heure où on va évidemment reconnaître une liberté très forte ? Est-ce que c'est pas utopique et contradictoire que d'imaginer qu'un système de prohibition peut fonctionner ? La question de base qui a été posée, c'était est-ce que la prohibition peut échouer, c'est ça ? Est-ce qu'elle ne peut qu'échouer ? Alors j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que dans la salle, les personnes qui ont consommé du cannabis sur les 12 derniers mois peuvent lever la main ?
Voilà, on n'a pas besoin d'en savoir plus, on n'a pas besoin d'avoir des chiffres supplémentaires. La prohibition a échoué, c'est un fait, elle ne peut qu'échouer, c'est un fait. Et pourquoi est-ce qu'elle ne peut qu'échouer? Parce que c'est un système d'abord qui est profondément inégalitaire. Dans les 220 000 interpellations annuelles qu'on a aujourd'hui sur l'usage simple de stupéfiants, on a 100 000 jeunes. Donc les jeunes sont surreprésentés. On a une surreprésentation des minorités. On a une surreprésentation aussi des hommes. Alors certains parleront de parité plus. Pourquoi pas, mais ça veut dire aussi que lorsqu'on est un homme, qu'on est issu d'un département qui est pauvre, qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, qu'on n'est peut-être pas issu des bonnes strates de la population, on a des risques qui se multiplient par 5 voire par 10 de se faire interpeller, de passer devant le juge, de passer devant le procureur, d'être face à une répression qui continue aujourd'hui d'augmenter. On dit, oui mais au fond, moi je faisais une intervention dans un très bon lycée du 16e arrondissement dans lequel j'ai été, dans lequel ma petite sœur a été, parce qu'il y avait des problèmes de cannabis il y a quelques mois. Et je demandais aux étudiants, enfin aux lycéens, je leur demandais, mais est-ce que vous êtes conscients que c'est interdit? Et la moitié de la salle me disait non. En terminale ES, ils disaient non, pour nous c'est autorisé. Et c'est ça la catastrophe, c'est qu'on a l'impression d'un côté que c'est de plus en plus autorisé, et de l'autre que c'est de plus en plus pénalisant. Et pourquoi est-ce que c'est de plus en plus pénalisant? Parce que la prohibition est entrée dans les mœurs aussi, qu'elle est entrée dans une manière de gérer la justice, qu'elle est entrée dans une manière de gérer la police, et qu'aujourd'hui, par exemple, et ça on ne dit pas assez, il y a 2 contentieux de la police qui rapportent énormément de primes aux gendarmes, aux officiers de police judiciaire et aux commissaires, c'est la question des stupes et c'est la question des étrangers. Plus ils font de stupes et plus ils font d'étrangers, ce qu'on appelle les IRAS, et plus ils vont recevoir des primes à la fin de l'année. À Noël, ils vont prendre un chèque. Un commissaire, par exemple, qui s'en sort très bien. Moi, je pense à un truc à Juvisy, par exemple, parce qu'il y a Robin Reda là-bas, et que c'est un député qu'on aime bien. À Juvisy, le commissaire, il prend 3 400 € annuels en plus à Noël. Pourquoi? Parce que c'est l'une des villes où on va capturer le plus de ce qu'on appelle des toxicomanes ou des usagers. Pour faire simple, quelle est la situation aujourd'hui? On est dans une situation en effet de prohibition. Qu'est-ce qu'on entend par prohibition? La prohibition, c'est un ensemble de lois qui contrôlent, qui interdisent. Et donc nous, on a une loi qui est fameuse, c'est la loi du 31 décembre 1970, qui est une loi au fond qui interdit tout. L'usage illicite de stupéfiants est réprimé par 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. C'est l'article 3421-1 du Code de santé publique. Ensuite, on a un ensemble d'éléments dans le Code pénal qui interdisent alors le transport, la production, la cession, la transformation, l'offre, la vente, l'importation, l'exportation. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais concrètement, aujourd'hui, si vous êtes attrapé avec un bédo ou si vous avez une consommation un peu importante, où vous avez, admettons, je ne sais pas, 20 ou 30 grammes, vous pouvez concrètement vous retrouver en prison pour des condamnations qui sont énormes. Ce qu'il faut se dire quand même aujourd'hui, au regard du droit pénal, parce qu'il faut qu'on se le dise entre nous quand même, c'est que les 3 condamnations les plus graves, la première c'est le terrorisme, la deuxième c'est le viol, en tout cas pédophile, la troisième c'est le trafic de stupéfiants. Donc c'est-à-dire qu'on est face à une situation où aujourd'hui, si vous produisez un plant de cannabis ou du pavot à la maison, vous êtes considéré au même niveau qu'un pédophile ou qu'un terroriste. Donc à vous de choisir si vous préférez le terrorisme ou le cannabis. Moi j'ai fait en tout cas mon choix. Donc au fond, quelles sont les conséquences, quel est le bilan de la prohibition? Donc on a dit que ça ne résolvait pas la question de l'égalité. Donc la prohibition s'attaque aux gens les plus pauvres, qu'elle continue de marginaliser, elle pérennise les oppositions, elle pérennise les inégalités. Est-ce que la prohibition rapporte de l'argent à l'État? Non, elle ne rapporte pas d'argent à l'État. En moyenne, aujourd'hui, une interpellation pour usage illicite de stupéfiants, donc quand on vous attrape avec le bédo dans la rue, c'est 1 700 € qui coûtent à l'État, et l'État récupère en moyenne 250 à 300 €, donc on est sur un ratio qui est négatif. Est-ce que la prohibition permet de protéger les plus jeunes? Non, la consommation des plus jeunes augmente de plus en plus. Il y a 40% des jeunes de 17 ans aujourd'hui qui ont déjà expérimenté le cannabis et d'autres drogues. Est-ce que la prohibition parvient à solutionner les questions de santé publique? Non, elle détourne carrément même la prise en charge des usagers. Au fond, ce qu'on se dit, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, qu'est-ce qu'on peut y garder dans cette logique de contrôle, de prohibition? On peut franchement pas y garder grand-chose si une chose, ça occupe la police. Alors ça, c'est quand même exceptionnel. L'administration est toute entière mobilisée pour maintenir la prohibition, parce que s'il y a un élément qui finance les salaires, qui permet d'augmenter les heures, qui permet d'augmenter les moyens, c'est la prohibition des drogues de manière générale. Et pour le coup, c'est une manne financière pour les fonctionnaires qui est exceptionnelle. Ce qui fait qu'on comprend assez facilement, j'imagine, vous avez dû le voir
ces dernières semaines l'affaire avec les boutiques de CBD. Vous savez, ces produits qui sont dérivés du cannabis mais qui sont dépourvus d'effets psychoactifs. Il y a eu une vraie demande, pour reprendre un terme que j'imagine, qui vous est j'imagine un peu plus proche, il y a eu une véritable demande des citoyens sur ces questions-là. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées, qui se sont mises à acheter ces produits, donc des huiles, des crèmes, etc., qui sont à base de cannabidiol, donc c'est une molécule relaxante du cannabis. Et on a eu une forte mobilisation du ministère de la Justice, du ministère de la Santé, mais des fonctionnaires plus que des politiques. Les politiques ne savaient, on a demandé à un moment à Agnès Buzyn si elle savait ce que c'était, elle était incapable de répondre. Et donc en fait les fonctionnaires se sont mis en tête de mettre en place des règles de plus en plus fortes pour interdire ces boutiques, pour interdire ce nouveau commerce qui était émergent et qui avait véritablement, je pense, une demande et une filière à construire. Et au fond, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui on est dans l'anomalie, 4 mois après ces circulaires et ces dépêches, on se rend compte en réalité qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé, qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont été réprimés et que, au fond, au niveau politique, ça ne suivait pas tant que ça. Donc en fait, la prohibition, c'est quoi tout simplement? C'est le contraire du bon sens, c'est le contraire de la liberté. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le contraire de la liberté? Parce que vous savez, moi qui fais des études de droit, on nous dit souvent, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et le droit qui protège. Et bien aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'inverse. Le droit opprime et la liberté protège. Et bon Dieu, ce serait bien quand même de viser la liberté. Merci à vous. Merci beaucoup, Béchir. Donc c'était extrêmement intéressant. On va maintenant du coup entrer dans une phase de discussion entre les 4 intervenants. Je vous laisserai intervenir au moment où vous souhaitez juger opportun. Je pense qu'on a déjà, après ces discours-là, remarqué plusieurs thèmes qui revenaient dans vos discours. J'en ai noté quelques-uns, on peut aborder les uns à la suite des autres, puis aussi si vous voulez, si vous avez des points que vous voulez soulever, un peu de rapprochement entre les deux formes de prohibition, on pourra les aborder. Mais j'aimerais commencer, c'est intéressant, Béchir, et puis Fabrice aussi, tu l'as dit dans ton discours, et on l'a entendu aussi dans vos discours, Madame Faisoli et Thierry, cette idée que la prohibition, vraiment, la répression touche et impacte principalement les personnes les plus visibles. On pense dans le domaine du travail sexuel aux travailleuses du sexe de rue, aux travailleuses du sexe migrantes, celles les plus démunies, qui ont le moins d'autonomie, vraiment c'est celles-là qui vont en pâtir le plus durement. Et quand on pense à la prohibition des drogues, Fabrice, tu l'as mentionné, Béchir aussi, on sait très bien que les élites économiques et politiques consomment de manière privée dans leurs appartements, ils ne sont pas dérangés, on ne leur pose pas de questions. Par contre, c'est les fumeurs de bédo du coin, les jeunes, eux sont très impactés, les marginalisés, les pauvres. On revient à cette idée que la répression vraiment touche ces consommations qui sont finalement les plus visibles dans l'espace public, et c'est elles qui vont être impactées. Et je pense que c'est un thème assez commun. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce point. Oui, parce que il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais qui est aussi un axe très important de l'action d'ASUD, c'est le fait de dénoncer, ça Bénédicte là-dessus avait quelque chose de prévu, une assimilation qui est nourrie aux États-Unis de manière académique. C'est l'assimilation entre l'usage et la vente de drogue et les minorités visibles. Et aux États-Unis, il y a un ouvrage de base, qui est l'ouvrage de Michel Alexander, donc The New Jim Crow, qui a été traduit sous le nom de La couleur de la justice, voilà ça. Très mauvais titre d'ailleurs. Mais qui assimile clairement la guerre à la drogue, donc inventée par Richard Nixon. Donc, le mot guerre à la drogue est prononcé par Richard Nixon en 1969 à la tribune de l'ONU, pour la lutte contre la communauté afro-américaine, dans un contexte de droit civique qui émergeait et qui foutait la trouille aux républicains. Donc ils ont clairement mis au point cette affaire de guerre à la drogue en disant on va marteler l'idée aux informations tous les jours que la drogue c'est les noirs, la drogue c'est les noirs, la drogue c'est les noirs. Après il y a le crack cocaine, etc. Noirs et latinos. Bon, en France, il nous semble qu'on peut tout à fait décliner cette affaire de manière tout à fait riche avec les Noirs et les Arabes. Et pour le coup, là, c'est plus seulement le toxicomane, le pauvre, etc. C'est vraiment
quelque chose qui est lié d'ailleurs plus au deal aujourd'hui qu'à la consommation, mais l'idée que d'abord les drogues c'est une question d'offre et ensuite, et pas une question de demande, ce qui est complètement aberrant, mais ça c'est vraiment le concept prohibitionniste de base, et ensuite que cette offre elle est le fruit des Noirs et des Arabes qui habitent ce pays, et particulièrement ceux qui sont nés dans ce pays, c'est-à-dire avec l'idée d'une guerre qui est livrée aux banlieues et que la police a complètement intégré dans son subconscient, d'où les contrôles aux faciès qui sont, Bénédicte l'aurait dit si elle avait été là, à 90% motivés par la recherche de stupéfiants. Ça, c'était très important, cette affaire-là. Et alors, je pense que nous, nous pouvons plus témoigner, enfin moi en tout cas, je peux témoigner du fait que toute ma vie, j'ai eu à subir ce regard policier, alors que bon, quand j'étais au milieu de gens nettement moins bronzés, il passait allègrement. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que vous avez vraiment les deux minorités visibles, en tout cas du mouvement. Je crois pas qu'on soit tellement plus à être coloré, en tout cas c'est très limité. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a une surreprésentation, c'est vrai, des minorités. Alors du coup, vu qu'il y a une interdiction d'utilisation, ou en tout cas du recueil et de l'analyse des données ethniques, on ne peut pas avoir des chiffres, mais en fait, si on recoupe avec les chiffres de l'INSEE sur la pauvreté ou sur les enfants d'immigrés, on a quand même un certain nombre de chiffres assez troublants. Et en effet, lorsque, vous savez, actuellement, il y a le débat sur la question de l'amende forfaitaire délictuelle, donc une amende qui serait mise en place à hauteur de 300 € environ, qui serait intégrée au futur projet de loi justice. Eh bien, quand il y a eu de la proposition de cette amende, les premiers qui ont demandé à ce qu'on maintienne le principe du délit, c'était les policiers, parce qu'ils disaient on l'utilise comme un prétexte pour contrôle. Et c'était assumé lors des auditions devant la commission des lois en septembre 2017. Et ils le disaient très concrètement, c'était on a un moyen concret aujourd'hui, c'est on suppute, on peut imaginer, on suspecte pour un contrôle l'utilisation, en tout cas la possession de drogue, et ça me ramène évidemment à la question de la prostitution, où là de toute façon il y a toute cette logique où au final on laisse la place à un arbitraire policier qui va du coup décider en fonction du visage de la personne, en fonction de sa manière dont elle s'habille, si elle mérite ou non d'être contrôlée, et évidemment toute cette question d'arbitraire pose le sujet de jusqu'où l'administration peut-elle aller, et est-ce qu'il ne faudrait pas rationaliser, réglementer, encadrer, poser des codes et un cadre à ces interpellations qui sont aujourd'hui de toute évidence bien trop ouvertes et bien trop stigmatisantes et discriminantes pour ceux qui en sont victimes, parce qu'ils en deviennent des victimes alors qu'à la base on les suspecte d'être des accusés. Voilà. Ouais, c'est juste sur justement la question de l'interpellation des travailleuses du sexe, majoritairement de rue. C'était assez intéressant la difficulté sur le combat que nous on a eu contre la pénalisation des clients, parce que de manière tout à fait inofficielle, enfin officieuse on va dire, mais même pas officieuse, de manière très cachée, mais la police s'est quand même parfois positionnée contre la pénalisation des clients. Parce qu'eux, ils aimaient beaucoup l'infraction de racolage public, parce qu'en termes de contrôle des migrations, c'est quand même hyper efficace et hyper facile. Contrôler les travailleuses du sexe de rue racisées, quand on n'a aucun autre levier, enfin ils en ont plein pour de vrai, mais le racolage public était un levier hyper efficace. Et à l'heure actuelle, ils n'ont plus la pénalisation du racolage public, mais c'est très intéressant de voir comment la police utilise la pénalisation des clients, puisqu'elle contrôle quand même beaucoup les clients de travailleuses du sexe de rue racisées, et en faisant pression sur celles-ci, en disant si tu ne témoignes pas, on va t'envoyer en rétention, on va contrôler. Les travailleuses du sexe qui sont donc des victimes absolues, puisqu'elles sont tellement victimes qu'elles ne peuvent pas exercer leur activité et qu'elles n'ont aucun choix, eh bien, en réalité, elles sont tellement victimes que quand même, elles risquent la rétention administrative et un contrôle de leur droit au séjour si elles ne témoignent pas contre le client. Et en fait, pour de vrai, souvent elles ne témoignent pas contre les clients parce que c'est leur gagne-pain. Et je dirais, c'est là aussi une pénalisation indirecte des travailleuses du sexe, mais c'est quand même une pénalisation des travailleuses du sexe. Donc on est clairement dans cette logique de contrôle des populations racisées dans l'espace visible. Merci beaucoup, c'est effectivement très intéressant et on pourrait élaborer là-dessus.
Il y a un point que je trouve intéressant aussi, en fait, une question aussi de vocabulaire, je ne sais pas si vous voulez l'aborder. Il y a aussi toute cette idée de prise de parole en public, et il y a des termes très, très chargés politiquement, émotionnellement. Je sais que Fabrice, je regardais il y a quelques jours une vidéo où tu intervenais dans un débat sur il y avait une espèce de mise en justice, voilà, il y a un débat de procès contre la prohibition, et tu débattais contre Rachida Dati. Et tu l'as relevé tout de suite quand elle te parlait de toxicomanie, et ça t'a fait sourire. Elle te parlait de toxicomanie récréative, et tu n'as pas pu t'empêcher de lui faire remarquer la subtilité du terme. Et donc vraiment, il y a ce terme-là de toxicomane qui est très chargé, très stigmatisant. Et je ne sais pas si Thierry ou Sarah-Marie pourraient revenir aussi sur le travail sexuel. Il y a ce terme-là de prostituée, qui est vraiment pas anodin, qui est pareil très chargé, cette idée de passivité, vraiment cette idée de victime absolue et perpétuelle. Alors il y a eu des déclinaisons. On a parfois parlé de personnes prostituées, bon c'est un peu mieux parce que vous reconnaissez une personne, mais il y a toujours cette idée de passivité, voilà, c'est une personne qui est prostituée, toujours on a l'idée qu'elle n'est pas maître de sa vie d'aucune manière. Et du coup, on a, dans le cadre du débat de drogue, on va parler aujourd'hui de l'usager de drogue, voilà, on rétablit le citoyen, tout simplement, de manière générale, et dans le cas du travail sexuel, de travail du sexe, parce que c'est leur gagne-pain, comme on l'a mentionné, c'est leur travail. Donc je ne sais pas si vous voulez revenir sur ce point de vocabulaire qui, je pense, n'est pas anodin en fait, et assez révélateur des prises de position. Oui, bah le langage, c'est aussi un champ de lutte, évidemment. Bon, pour le cas du travail sexuel, c'est un terme qui a été créé par Carol Lee dans les années, fin des années 70. Donc sex work en anglais, qui a été traduit en français. Ça a pris du temps que la traduction, c'est beaucoup grâce au Strass en fait, je pense, que même si déjà, il y avait Camille Cabral ou certains activistes qui parlaient déjà de travail sexuel des années 90, mais je pense qu'on commence à en parler un peu plus, en tout cas quoique dans le monde francophone, en réalité la France est un peu en retard, je pense, parce qu'au Québec ou même en Afrique francophone, on l'utilisait avant. L'idée c'est vraiment de déstigmatiser. C'est vraiment la première idée de Carol Lee, puisque le mot prostitution, ça renvoie quand même à tout un imaginaire assez négatif. Bon, je rappelle en français, au sens figuré, c'est vraiment l'idée de se déshonorer, de se vendre, de trahir, donc vraiment des choses assez négatives. Et puis je pense qu'il y avait quand même aussi un autre enjeu, c'était l'idée d'inclure les divers secteurs de l'industrie du sexe, puisque dans les années 70, on commence déjà à voir le porno qui devient une super grosse industrie, le striptease, voilà, il y a plein de secteurs qui commencent aussi à se développer par rapport à la prostitution traditionnelle. Et aujourd'hui, c'est encore plus, il y a vraiment plein de webcams, etc. Et puis je pense qu'aujourd'hui, le Strass l'utilise aussi dans une perspective syndicale, parce que tout de suite ça laisse entendre qu'on veut le droit du travail, on se positionne aussi en tant que travailleur, et donc dans cette optique aussi de droit des travailleurs. Oui, sur le mot toxico, c'est une invention lexicale du 19e siècle à connotation pathologique, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une invention du toxicomane, comme au sens presque religieux du terme, maniaque des toxiques. Donc évidemment que ça codifie un certain nombre de choses. Bon, la législation française, elle a quand même cette spécificité d'associer à ce terme de pathologie une criminalisation. C'est-à-dire que la loi de 70 est une loi qui punit l'usage de drogue, d'un an d'emprisonnement et et en même temps, c'est une loi du Code de santé publique. Donc, il y a des obligations de se soigner. Et tout ça, effectivement, situe le débat du côté de, comme tu l'as bien dit, de quelqu'un qui n'est pas responsable, mais qui doit être réprimé. C'est pour ça que c'est assez terrible, qui cumule, encore une fois, les défauts de la criminalisation et de la pathologie chronique. Et aujourd'hui, d'autres termes comme addict, par exemple, comme j'ai essayé de le démontrer, ne permettent pas de sortir de cette ghettoisation, parce que d'abord, cette addictologie est aussi une invention au
au même titre que la toxicomanie, c'est-à-dire que bon là on est addict à peu près de tout, hein, on le sait, mais enfin la fonction morale de tout ça reste quand même de nous parler du sain, du libre, du non dépendant, etc. Toutes choses complètement en dehors des réalités qui font qu'au contraire la vie moderne nous amène à consommer de plus en plus de substances à fonction contrôlée. Et d'ailleurs, aux États-Unis, en ce moment, il y a une épidémie terrible d'overdose d'opioïdes qui est due justement au fait qu'on a caché, l'industrie pharmaceutique a caché volontairement les propriétés de dépendance qu'avaient un certain nombre de médicaments antidouleurs. Ça, c'est une parenthèse. Et donc, on n'a pas trouvé de vocabulaire, finalement. Le travailleur du sexe, c'est par rapport au débat sur les drogues, c'est une vraie avancée. Parce que le terme usager de drogue ne fonctionne pas dans les faits. Ça reste un mot très académique. Et à l'intérieur de la communauté, il n'y a pas de communauté. Disons, les gens qui prennent des drogues illicites ont toujours tendance à focaliser sur les autres, ceux qui prennent l'autre drogue. Et eux sont qualifiés de toxicos. C'est-à-dire que pour le fumeur de cannabis, les gens qui prennent des stimulants sont des toxicos. Bon, et les gens qui prennent que des stimulants et qui ne prennent pas d'opiacés vont taxer de toxicos, les gens qui prennent ainsi de suite. Donc on est toujours le toxicomane de quelqu'un. Et on voit bien que voilà, cette bataille de vocabulaire, effectivement, tu as raison, Béchir, il faut peut-être parler tout simplement de citoyenneté. C'était le nom d'un groupe d'autosupport quand Tassuda a démarré, il s'appelait Citoyens comme les autres. Je trouve que c'est effectivement, pour nous, c'est vraiment l'espace dans lequel on se définit. Hein. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, Déclaration des droits de l'homme, ça c'est vraiment un truc imparable. En quoi consommer une substance prohibée, en l'occurrence, nuit à l'espace d'autrui, et à partir de là, voilà, on veut exercer un droit de citoyen comme les autres. Merci beaucoup, Fabrice. Et dans ton discours, c'est intéressant aussi que tu as mentionné le fait qu'il y a un peu deux angles, je dirais, d'attaque des prohibitionnistes et des personnes qui font la répression. Il y a l'angle historique qui est celui de la culpabilisation. Voilà, les usagers de drogue ou les travailleurs du sexe sont coupables. Vraiment, et du coup, on peut enclencher une répression assez dure contre ces personnes-là. Elles sont responsables de torts civiques. Dans le cas de travailleurs du sexe, voilà, elles promeuvent cette idée que les femmes sont à disposition, donc ça entraîne plus de violence envers les femmes. Dans le cas des personnes qui consomment des drogues, voilà, que c'est une perversion, etc. Et finalement, on est passé, c'est quand même assez politiquement correct, à une pathologisation, voilà, comme tu le mentionnais, où là, on rentre dans la victimisation. Voilà, les travailleurs du sexe et les usagers de drogue ne sont plus des personnes à réprimer, mais ce sont des victimes, voilà, qu'il faut protéger. Et ce qui est aussi de pathologisation, comme je le mentionnais, donc il y a des problèmes de santé, et encore une fois, finalement, est-ce que c'est mieux que l'alternative précédente? On n'en est pas certain, et comme tu le mentionnais, finalement, cette pathologisation, cette victimisation entraîne aussi d'autres torts, une autre forme de répression qui est plus subtile, qui est un peu moins évidente peut-être. Je pense au travail sexuel, voilà. L'idée de cette loi-là, c'était de pénaliser les clients, finalement, mais de protéger les travailleurs du sexe. Maintenant, voilà, on arrête de les réprimer, on s'attaque à la source du mal qui est le client, et finalement, on se rend compte que bon, c'est illusoire, finalement. On s'attaque aux clients, on s'attaque aussi au mode de vie des travailleurs du sexe, et on retrouve cette idée dans le monde des drogues, où voilà, quand on pathologise les usagers de drogue, pareil, ça amène à la surveillance, des lois répressives, de contrôle, donc finalement une situation qui n'est pas beaucoup mieux que celle où on culpabilise directement. Une injonction thérapeutique. Exactement. Je veux Marie, ça va. Oui, mais en fait, c'est quelque chose d'hyper... C'est un processus qu'on retrouve sur certains comportements et qui est assez typique des démocraties libérales qui, au nom de l'impératif fondateur des démocraties libérales, qui est la préservation de la liberté, ont beaucoup de mal à utiliser le droit pénal directement pour interdire, doivent désigner les personnes, puisque dès lors qu'on est dans le cadre de comportements qui ne causent pas de dommages à autrui, et qu'on ne peut pas limiter les comportements, protéger l'individu contre lui-même et avoir une définition de la dignité de la personne humaine imposée par des tiers à l'individu qu'on connaît très bien
en droit français, puisque la grosse définition de la dignité de la personne humaine, c'est la fameuse histoire du lancer de nain à l'époque où le nain souhaitait pouvoir être lancé puisque c'était son activité professionnelle et qu'il a été décidé que la dignité de la personne humaine pouvait s'imposer à des personnes elles-mêmes sur leur corps. Donc dans toute cette logique-là, on est dans une logique de pathologisation et je veux dire, on le retrouve aussi sur tous les contrôles des sexualités, sur les minorités sexuelles, sur les minorités de genre. Il y a un processus qui est souvent de la criminalisation, puis on passe à la pathologisation, puis après on ne sait pas très bien ce qu'il y a, généralement pas vraiment l'égalité de traitement, puisqu'on le voit très bien pour les minorités sexuelles à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment dire que les homosexuels ont droit à une égalité de traitement. Donc c'est juste une manière détournée, et c'est absolument toutes les difficultés entre droit et moral. Mais c'est toute la difficulté, c'est-à-dire dès lors qu'on ne peut pas interdire, on va utiliser des biais, des autres moyens, la pathologisation, la pénalisation indirecte, la fiscalisation, puisque je veux dire, on peut discuter. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise, je suis désolée, je sors de ma casquette strictement médecin du monde, mais quand on parle de drogue, on parle toujours des stupéfiants illégaux de la loi 70, mais bon, il y a quand même aussi la question du tabagisme et la question de l'alcool, avec un contrôle qui est extrêmement important. Et la question de la fiscalisation rentre là-dessus aussi, puisque on fiscalise le tabac, mais ça concerne aussi le travail sexuel, parce que la lutte contre la pornographie, ça passe par la fiscalisation. Le fait que l'industrie du film pornographique n'a pas le droit à des aides publiques, et que bon, la question des cinémas porno, ça ne se pose plus à l'heure actuelle, c'est anachronique, mais je veux dire, au départ, ça passait par là. Les places dans les cinémas porno avaient la taxe X, justement, qui cherchait à lutter contre ça. Donc c'est aussi tout l'enjeu sur les démocraties libérales de comment est-ce qu'on lutte contre un certain nombre de comportements promus par les entrepreneurs de morale, sans le dire frontalement et en utilisant tout un champ de techniques juridiques qui visent à décourager cela. Alors, merci. C'est vrai que pour le coup, il y a quand même un élément qui me paraissait essentiel, c'est que, en effet, on a l'impression dans les deux cas, et c'est l'un des points communs, qu'on est au final soit en grâce, soit en péril. Si on est en grâce, ça veut dire qu'on est forcément malade. Et c'est vrai que la loi aujourd'hui considère que tous les usagers, il n'y a pas encore de distinction entre l'usager qui a un usage régulé, donc qui a un usage responsable, et au fond ça représente 95% des gens qui consomment du cannabis, et l'usage dérégulé, qu'on peut dire problématique ou addict, où là ça correspond à 5% des usagers. Aujourd'hui, quand vous passez devant le juge, vous êtes considéré comme un malade qu'il faut soigner. C'est un peu ça la lettre de la loi. Alors évidemment, les juges aujourd'hui en France en 2018 ont compris que ça ne pouvait pas être appliqué de cette manière, et donc il y a énormément de rappels à la loi, de stages de sensibilisation, de petites amendes, etc. Mais le fond, quand même, il est là, et c'est sans doute ce qu'il faut changer. Mais donc le fond, c'est quand même que, au fond, on n'est jamais considéré comme normaux, on n'est jamais considéré comme citoyen. C'est-à-dire que, en effet, la prostituée, elle est soit victime, soit accusée. L'usager, il est soit victime, soit il est malade, soit il est accusé. Et au fond, c'est aussi le sujet qu'on pourrait attacher à la question d'aujourd'hui, la grande thématique d'aujourd'hui sur la question de mon corps, mon choix, c'est que on peut considérer dans un premier temps que les drogues sont mauvaises, qu'elles peuvent provoquer des maladies, qu'elles peuvent provoquer des psychoses, qu'un usage dérégulé des drogues peut être mauvais. Mais dans ce cas-là, si moi je consomme des drogues dites illicites, je me fais du mal à moi-même. Donc en effet, comme disait Fabrice, la société ne devrait pas le punir. Enfin, on n'imaginerait pas aujourd'hui une loi sanctionnant le suicide. Enfin, j'imagine que... Enfin, alors, il y a l'aspect aussi, est-ce que c'est dissuasif ou non? L'incitation au suicide est pénalisée. Oui, l'incitation au suicide, pareil, la présentation sous un jour favorable des drogues, c'est toujours un moyen détourné. C'est vrai, tu as totalement raison. Mais ce que je veux dire, c'est surtout cet aspect, mais c'est dissuasif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, si je décide de me suicider, pour éviter, si jamais il y avait un délit d'interdiction de suicide, ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas que je me rate. Parce que si je me rate, en plus je me rate, donc je suis dans une situation personnelle qui est terrible, et en plus je me retrouve en prison. Et c'est ça qu'on est en train de dire, parce que si on considère que les drogues sont mal, c'est ça la réalité.
C'est vraiment, on dissuade des personnes de se faire du mal, alors qu'elles en ont envie. Et si on considère qu'elles sont bonnes, en effet, et c'est la réalité de 95%, c'est l'effet pour 95% de la population, parce que les gens consomment des drogues par plaisir, il y a une notion sociale, alors c'est vrai qu'on parle d'usage social et pas d'usage récréatif, c'est pas la récré, c'est un usage social. On a des avocats, des médecins, normalement on a une dizaine d'avocats, on a 5 ou 6 médecins, on fait de l'accompagnement juridique, on fait de l'accompagnement en termes de santé, on suit les consommations, on fait de la prévention, de la réduction des risques, on considère le produit normalement, en effet ça fait plaisir de fumer un joint entre copains en fin de journée, ça ne devrait poser de problème à personne, on devrait être dérangé pour ça par personne, et il y a énormément de personnes qui pensent pareil. Le problème aujourd'hui, c'est que j'imagine tous autant que vous êtes dans la salle, on a vu qu'il y avait quand même 70 à 80% d'usagers dans la salle, hein. Vous êtes quand même plus nombreux que le reste de la population, en tout cas en proportion. C'est qu'on n'en parle pas. C'est que personne n'ose dire, je vais mettre sur mon Facebook, sur mon Twitter, sur mon Instagram, qu'en effet je consomme, que je fais partie des 5 millions de Français, donc 10% de la population, qui dans les 12 derniers mois ont consommé. Je ne peux pas mettre mon nom et mon prénom. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre son nom et son prénom? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un interdit social qui demeure. Que oui, mais puisque je bosse dans un cabinet d'avocats, eh ben, le fait de dire que je suis usager, ça peut me causer des problèmes. Le souci, c'est que tant qu'on n'aura pas passé ce stade de dire je suis client, ou de dire je suis usager, ou de dire je suis tout simplement citoyen, et j'ai les mêmes droits et j'ai les mêmes libertés que tous les citoyens aux États-Unis, dans de nombreux pays occidentaux qui ont avancé sur ces questions-là, si nous on n'est pas capable de le dire, et si chaque citoyen ne s'exprime pas concrètement, et ne dit pas voilà ce que je suis, et je l'assume, et il n'y a pas de problème là-dessus, et je considère que ces règles sociales, qui sont simplement des règles sociales temporaires, qui sont simplement une parenthèse dans l'histoire, dans quelques années on n'en parlera pas de ça. On parlera pas on dira oui, les drogues ont été consommées pendant 2 millénaires, pendant 50, 60 ans, ils ont eu une lubie, ils ont voulu les interdire, et puis au final, après, on les a réautorisés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. De plus en plus d'États légalisent, de plus en plus d'États avancent, de plus en plus d'États reconnaissent les citoyens tels qu'ils sont, et pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Et donc, si nous, on décide pas collectivement de dire oui, je suis usager, oui, je suis citoyen, oui, je consomme du cannabis, et je l'assume, et je mets mon nom, mon prénom, mon adresse mail, voire mon numéro de téléphone, et bien forcément, ça avancera pas. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que ça ne passera que par nous et que par une véritable valorisation de l'individu, parce qu'il faut mettre des visages. Et en effet, le junkie, c'est pas simplement le mec qui a des dreads, ça peut être aussi n'importe qui dans la salle ou une majorité des personnes dans cette salle. Voilà, pardon pour le... J'ai été un peu long. Merci Béchir. J'aimerais bien avoir, Thierry, ton avis là-dessus, parce que dans le cadre du travail sexuel, c'est aussi un enjeu assez conséquent. Pareil, il y a très peu finalement de travailleurs et travailleuses du sexe qui se dévoilent publiquement, qui donnent leur nom. Tu fais partie des rares personnes qui, en France aujourd'hui, assument cette identité et dans le média public. La plupart des travailleuses du sexe, d'ailleurs, on pense aux travailleurs du sexe de rue, mais finalement, il y a encore une fois, il y a toute une partie du travail sexuel qui est très invisibilisée, voilà, le travail du sexe d'intérieur. Ces personnes-là, le cachent de leur entourage, de leur famille. C'est pas que lié à la loi d'ailleurs, hein, c'est aussi lié à la stigmatisation forte dans l'espace social. Et c'est un enjeu dans le cadre des drogues, mais c'est un enjeu hyper important aussi dans le cadre du travail sexuel. Et pour le coup, on fait ça encore plus, je dirais, parce que c'est un enjeu en plus de sécurité pour les travailleurs du sexe que de protéger vraiment leur identité et le cacher de leurs proches, de leur entourage, vraiment le plus possible. Je sais pas si tu veux... Oui, moi j'ai déjà perdu un appartement. J'avais eu mes parents qui ont reçu des courriers avec la jaquette de la vidéo porno en disant est-ce que vous savez ce que votre fils fait, des gens dans la famille qui disent oui, un divorce aussi, parce que j'ai un mec qui était pas content que j'exerce ce travail-là aussi. Oui, évidemment que ça a des vraies conséquences. Si vous avez des enfants, ils vont se faire traiter de fils de pute dans la cour de récréation, et vous pouvez même perdre la garde de vos enfants. Donc vous pouvez perdre tout, hein. Vous pouvez perdre un boulot de jour si vous travaillez, vous avez un autre boulot de la journée, vous pouvez perdre votre appart, vous pouvez perdre votre famille, vous pouvez tout perdre. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui préfèrent ne pas le dire, hein. Maintenant, je suis aussi d'accord avec Béchir, je pense que la stratégie du coming out, je pense que c'est probablement la meilleure stratégie, parce que c'est en imposant nos propres narrations sur nous-mêmes qu'on arrivera à sortir de tous ces discours qu'on subit, que ce soit la pathologisation, la culpabilisation, la victimisation, Et je pense que c'est aussi par cette diversité aussi des représentations qu'on y arrivera, parce qu'après, moi, on me dira, vous êtes une minorité non représentative, etc. Ce que vous subissez aussi. Mais
bon, enfin, mais je pense que peut-être le modèle des luttes homosexuelles aussi, où il y a plein de minorités qui sont passées par le même processus, hein, parce qu'au 19e siècle, voilà, pour lutter contre la pénalisation de l'homosexualité, on va dire c'est une condition, c'est pas, voilà, et puis après ça, voilà, il y a eu une pathologisation qui a suivi, et puis moi j'ai fait un bouquin qui s'appelle Faire des trucs, donc forcément oui, la notion de fierté de coming out c'est quelque chose auquel je crois en termes de stratégie politique, mais c'est vrai que ça demande aussi que ce soit une stratégie collective, c'est-à-dire que bon, pour l'instant, on n'est pas très nombreux à le faire. Je pense que là où peut-être il y a une petite différence, c'est que je pense qu'il y a une communauté de travail du sexe qui commence à se développer, et beaucoup grâce à Internet aussi. C'est vrai que les mouvements de travailleurs du sexe, ils existent a priori au moins depuis les années 70. En tout cas, c'est documenté comme tel, puisque, même s'il y a eu des résistances, même avant l'occupation des églises en France ou Coyote aux États-Unis ou d'autres mouvements. Mais bon, au moins ça commence depuis les années 70, mais c'est vrai que je pense que c'est depuis les années 2000 où on commence à avoir des communautés de travail du sexe qui s'organisent via les réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi, peut-être ce qu'on a évoqué sur le fait que maintenant il y a le terme travail du sexe englobe aussi plusieurs secteurs, plusieurs personnes. Ça a aussi changé le mouvement, c'est-à-dire que dans les années 70, les hommes n'étaient pas présents dans le mouvement, même les femmes trans étaient un peu stigmatisées et tout. Et puis on parlait que de la prostitution. Voilà, maintenant je pense qu'il y a plein. Les actrices porno disent non plus ce truc de dire je suis pas une pute. Maintenant on a des actrices porno qui sont à fond aussi avec des prostituées. Donc il y a ces alliances-là qui se font de plus en plus et qui donnent de l'espoir aussi par rapport au futur. Merci beaucoup. Vraiment une discussion très riche. Je pense que ça va stimuler des questions. Je suis sûr que vous en avez beaucoup. Donc on va ouvrir aux questions à la salle. Je commence par le fond. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je voulais savoir, vous qui connaissez sûrement l'histoire, la prohibition de l'alcool aux États-Unis, comment elle s'est terminée? Est-ce que ça s'est terminé parce qu'on a accepté moralement, parce que c'était un combat moral, ou c'est resté un combat juridique? Voilà. C'est une très bonne question parce que, effectivement, c'est l'exemple historique le plus évident. Alors, moi, tu diras, Béchir, après ce que tu en penses, mais puis il y a des considérations avant tout économiques. Et je pense que dans le débat qui nous agite sur la question du cannabis aujourd'hui, c'est les mêmes considérations qui vont jouer. C'est-à-dire que la prohibition de l'alcool a été menée par des associations puritaines anglo-saxonnes protestantes, souvent féministes d'ailleurs, parce que effectivement l'alcool avait un retentissement sur la vie conjugale qu'on peut connaître, mais du coup il y a eu tout ce travail de stigmatisation puritaine qui, encore les minorités aussi, de l'alcool c'était beaucoup les Irlandais, les Noirs, les travailleurs mexicains, etc. Et économiquement, ça a été une catastrophe, ça a été la naissance des mafias. Bon, ça, on le connaît par cœur. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on connaît par cœur cet argumentaire. C'est la naissance des mafias. Le terme mafia, la mafia italo-américaine, elle est née de la prohibition de l'alcool, avec les speakeasy, donc les endroits où on servait de l'alcool et qui ont fait des profits extraordinaires. Et ensuite, Roosevelt, arrivant au pouvoir, il y a eu une prise de conscience de la catastrophe économique du point de vue de l'État. Mais je vais terminer juste sur cette question de la demande, parce que votre question, elle introduit cette question de la demande, et ça c'est vrai pour les deux sujets. Il y a une reconnaissance nécessaire de la demande en matière de drogue, c'est la demande et pas l'offre qui prime. Et en matière de travail du sexe, c'est compliqué, mais cette question de la demande, elle doit être aussi prise en compte, parce que sinon on ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors en fait, non. Non, parce qu'en fait, la question de la demande, mais voilà, parce que nous, ça fait partie de tout notre plaidoyer, on s'en fout, c'est pas déterminant. Là, très clairement, la dégradation des conditions de vie des travailleurs du sexe, elle est liée à la fameuse baisse de la demande, et comme le diraient certains politiciens absolument cyniques, c'est que la loi fonctionne et que tout ce dont on parle, la précarité, les violences et les problèmes de santé,
ne sont que des dommages collatéraux. Je ne fais que citer. Hein. Certains politiciens cyniques m'ont déjà répondu ça. C'est donc que la loi marche. Et non, en fait, l'enjeu, c'est pour le travail sexuel, c'est pas du tout celui de l'offre et la demande. C'est l'enjeu, et c'est pour ça que moi j'entends très bien ce que tu dis théoriquement sur si c'est une question de liberté, et nous on reste sur non, ce n'est pas une question de liberté, parce que comme Thierry l'a rappelé, en fait il n'y a pas de liberté de travailler, c'est même pas les entrepreneurs qui ont une liberté de travailler, les seuls qui ont une liberté de travailler c'est les rentiers. Et là pour le coup on s'adresse véritablement à une infime minorité de la population. La question du travail sexuel c'est juste une question de nécessité de travailler, c'est une contrainte économique, comme dans tous les autres secteurs d'activité. Après, il y a des personnes qui se tournent vers le travail sexuel pour différentes raisons, parce que c'est leur possible, parce qu'elles ont envie, on s'en fout en fait des raisons, mais elles se tournent vers le travail sexuel parce que c'est une activité économique, donc un travail, une activité génératrice de revenus. Mais c'est absolument vrai, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est un travail, ça ne change rien, et c'est pour ça que c'est pas une question d'offre et de demande, c'est une question de travail, c'est à un moment donné, est-ce que tu peux vivre ou non sans travailler si tu n'es pas rentier? Mais là, c'est tu veux faire la révolution, toi. Oui, je voudrais juste réagir là-dessus pour préciser quelque chose vis-à-vis des libéraux, parce que je représente Students for Liberty, parmi d'autres. Et la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, en fait. La liberté, c'est faire ce qu'on veut avec ce qu'on a, et ça ne veut pas forcément dire, c'est comme ça, la liberté au sens des libéraux, ça ne veut pas dire je me lève le matin et je fais ce que je veux. Et donc c'est pour ça que quand on dit on n'est pas libre d'être travailleur du sexe ou de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est... bien sûr, on peut avoir des contraintes, mais l'important c'est d'avoir un choix, mais ça ne veut pas dire qu'on a la capacité forcément de faire ce qu'on veut dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est tout ce que je fais. En fait, juste là-dessus, je pense qu'on a des enjeux de plaidoyer et d'agenda qui sont radicalement différents. Vous avez un enjeu qui est de faire comprendre le libéralisme, notamment politique et pas exclusivement économique, à des populations, on va dire, qui n'ont pas lu les auteurs qu'on connaît très bien. Nous, on a des enjeux qui s'inscrivent dans... notre enjeu, ça veut dire, si la liberté, c'est ça. C'est face à des gens qui ont développé et qui sont dans des positions de pouvoir, Thierry citait tout à l'heure, Badinter, Lévy, qui sont des femmes dans des positions de pouvoir et qui disent si c'est la liberté d'utiliser son corps dans le travail, c'est de s'inscrire dans les terminologies actuelles pour faire comprendre que le travail du sexe c'est une question de travail et pas une question de liberté. Et c'est pour ça qu'on va jamais employer les termes de liberté de la même manière que vous allez l'employer, parce que vous, en fait, vous avez un plaidoyer qui est le vôtre et qui ne va pas, du coup, nous on s'inscrit dans un plaidoyer et dans une terminologie dans laquelle on doit mener notre plaidoyer. D'autres questions, peut-être? Bonjour. Bonjour. Alors je vais essayer d'être clair et concis et de ne pas trop tomber dans le café du commerce. Disons, je voudrais d'abord vous livrer un témoignage. Moi j'ai 26 ans et j'ai commencé le cannabis à 15 ans. J'ai commencé les drogues dures à 18 ans et je m'en suis jamais sorti. Donc je pense que votre conférence justement elle est très intéressante parce qu'elle permet de prendre conscience des enjeux auxquels on peut être confronté en ce moment. Moi ce que j'observe, déjà, dans toutes vos interventions, c'est le problème de l'État français et sa politique de l'autruche qui l'applique sur tous ces sujets. Et moi, c'est ça qui me révulse en fait dans tout ça, c'est que l'État stigmatise et au final ne cherche pas de réelles solutions à ces problèmes. Si vous allez un petit peu dans des soirées, dans les milieux techno, etc., vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de jeunes, à partir de 15-16 ans, qui consomment des drogues dures et qui consomment des drogues dures de manière irresponsable. Et ça peut entraîner de graves problèmes. Et moi, c'est ça en fait qui m'inquiète aujourd'hui parce que j'imagine que les associations comme la vôtre qui traitent des problèmes avec des personnes qui sont dépendantes ne peuvent pas avoir accès au milieu scolaire, en tout cas c'est la supposition que je me dis. Et je me demande comment justement, ma question est plus orientée sur ce côté-là de vos interventions, comment on peut faire prendre conscience à nos politiques qu'il est urgent d'avoir de vraies solutions dans les établissements scolaires, de faire de la prévention, de parler avec les jeunes, de les informer, parce que ces questions en amènent d'autres. Si on peut tomber dans la drogue et ensuite être amené aussi à se prostituer pour payer sa drogue, je pense que c'est une réalité auquel on peut être confronté sans vouloir faire d'amalgame ou de voilà. Donc moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez et comment vous pensez que ce problème peut être réglé. Alors merci pour votre question. D'abord, il y a une distinction qu'on fait de moins en moins
c'est celle de drogue dure et drogue douce. Parce qu'au fond, si on dit drogue douce, le cannabis en est une, mais si on dit drogue dure, c'est-à-dire que l'alcool en est une. On préfère parler de drogues à toxicité différente et on considère qu'il y a des usages qui sont durs et qu'il y a des usages qui sont doux. Et on a des exemples de personnes qui, encore aujourd'hui, s'injectent ou prennent de la cocaïne de manière régulée, une fois de temps en temps, et qui s'en sortent très bien et qui vont très bien. Donc quand vous dites « je suis tombé dans les drogues », c'est-à-dire que vous êtes tombé dans une addiction à ces produits. C'est ça que vous dites. Là-dessus, notre position sur ces questions-là, elle est très simple. C'est que d'une part, l'interdit empêche déjà les parents. Il y a une vraie responsabilité des parents aujourd'hui dans notre société. Les parents sont très légalistes, c'est-à-dire c'est interdit, tu n'en consommes pas, c'est réglé. On n'a pas d'éducation sur les produits, on n'a pas d'éducation même pas sur l'alcool ou sur le tabac, parfois c'est tabou. Et quoique même sur l'alcool, on peut avoir des incitations, parce que voilà, il y a toujours le petit verre de champagne ou la petite goutte qu'on voit là. Donc déjà, il y a cette question-là de comment est-ce qu'on favorise l'empowerment des parents, comment est-ce qu'on leur permet, comment est-ce qu'on leur donne des codes, comment est-ce qu'on leur donne des éléments pour qu'ils puissent véritablement transmettre, discuter, apporter l'information. Parce que ce qui est essentiel, c'est là, c'est comment on apporte l'information aujourd'hui aux jeunes, comment on apporte l'information aux parents, comment est-ce qu'on permet aux structures, qu'elles soient des structures d'éducation, qu'elles soient des structures d'accompagnement, de réinsertion ou des structures médico-sociales, comment est-ce qu'on leur permet d'avoir les informations et surtout, en fait, l'usager, c'est pas un verre dans lequel on met de l'eau tranquillement. Et, enfin, je veux dire, on n'est pas des... On n'est pas des cerveaux creux, on ne va pas se faire embrigader, ou c'est pas une question de propagande. La consommation des drogues, c'est d'abord un choix. Mais il y a un stade dans la consommation où ça ne devient plus un choix. Quand vous évoquiez tout à l'heure la notion de liberté, la définition de liberté, moi je suis un peu attristé qu'il y ait une définition comme ça, et bon c'est celle-ci, et on ne discute plus sur la question du choix. On est héritier de 2 siècles de discussion, et si on prend les 2 extrêmes, Sartre et Freud, sur la question du choix, il y a énormément de réflexions, et il y a un panel et une nuance qui est très large. Freud considère qu'on ne peut jamais choisir, et parce qu'il y a l'inconscient ou le subconscient, et Sartre considère au contraire que, puisque on est des individus, disons qu'on est dans une forme d'individualité poussée à son extrême, nos choix sont toujours de toute façon dirigés. Je pense qu'il y a un entre-deux, et que dans la législation, dans notre compréhension du monde, dans notre compréhension des usages, il doit y avoir ce moment où on se dit, pour lui c'est évidemment un choix qui est fondé sur une nécessité, un besoin, un goût, un désir, un plaisir, et même sur la question des désirs et des plaisirs, on peut en discuter. Et à un stade, on va atteindre un stade où là, c'est plus un choix, où là, ça devient une contrainte, où le produit prend le pas sur la personne. Et à ce moment-là, en effet, il faut prendre en charge. Et donc, sur cette question-là, il y a 2 choses. L'enseignement, l'information, donc cette idée qu'on doit transmettre, et nous au niveau du cannabis par exemple on le fait, et on voit, les chiffres le montrent très clairement, un jeune qui est en décrochage scolaire aujourd'hui, il y a 10 fois plus de risques d'addiction qu'un jeune qui est dans un bon lycée parisien. Et ça c'est quand même des disparités qui sont immenses. Et alors le jeune parisien, il n'a même pas accès à toute l'information sur les éléments. Et le deuxième élément, c'est en effet d'arrêter de concevoir la réflexion sur les drogues en fonction des drogues en elles-mêmes, mais de la concevoir en fonction des personnes, et c'est établir un partenariat avec l'individu et comprendre si c'est un choix ou si c'est une contrainte. Et si c'est une contrainte, en effet, il faut prendre en charge. Thierry, je sais pas si tu veux rebondir sur l'aspect réduction des risques. Moi, je serais curieux d'avoir que tu puisses expliquer à tout le monde aussi qu'est-ce que la réduction des risques. On en a parlé là rapidement sur le sujet des drogues. Comment l'éducation, la responsabilisation, la sensibilisation, c'est aussi un énorme sujet dans le cadre du travail sexuel, tout l'aspect du VIH, de la santé, et comment ça se positionne aujourd'hui avec la loi. Je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus. Je peux parler de ça, mais je voulais parler du choix aussi. Oui, non, pas parce que. Enfin, je pense qu'il faut peut-être repréciser, parce que je me rends compte que peut-être qu'on n'a pas bien expliqué, mais souvent on est un peu piégé par cette notion de choix, parce que les gens nous disent est-ce que vous avez choisi ou pas. Et du coup, je trouve que c'est un peu une question piège, parce que on va être dans ces débats philosophiques sans fin, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des traduceurs qui vont répondre, parce qu'effectivement, on vous dit vous êtes une esclave, machin, donc du coup, il y a des gens qui vont répondre bah non, j'ai choisi, c'est ma liberté. Donc évidemment. Mais finalement, pourquoi pour nous c'est pas central, c'est qu'en fait, il y a une diversité de situations, il y a une diversité de contraintes plus ou moins fortes selon la situation, etc. Et que, en fait, c'est pas ça qui est le plus déterminant. Pour nous, ce qui est le plus déterminant, c'est les conditions de travail et comment on comprend, par exemple,
question de la contrainte ou du choix par rapport à un prisme et de degrés, de comment est-ce qu'on est à divers degrés exposé plus ou moins à l'exploitation, plus ou moins à la contrainte, etc. Et évidemment que la prohibition empire les choses, parce qu'en général, ça renforce la dépendance aux intermédiaires, ou à la contrainte, etc. Mais c'est pour ça qu'en général, on dit, bon, ce débat-là, finalement, c'est pas ce qui nous intéresse, nous, en termes d'arguments, parce qu'en fait, on se retrouve piégé avec les gens qui vont dire la liberté et d'autres qui vont dire l'esclavage, etc. Et on s'en sort pas, quoi. Donc, c'est plutôt par rapport à ça qu'on dit, bon, l'argument de la liberté, on l'utilise pas. Maintenant, il y a des gens qui l'utilisent, y compris, il y a des travailleurs du sexe qui l'utilisent, hein, mais c'est plus dans les pays anglo-saxons, où c'est plus d'autres cultures politiques. Mais en France, il y a des gens qui l'ont utilisé aussi, mais en général, ça nous bloque un peu, quoi. Bon, et après, sur la question de la réduction des risques, on hérite aussi parce que ce que les effets de drogue ont construit dans les années 70, nous ça apparaît plus dans les années 80 avec l'apparition du VIH. C'est vrai que jusque dans les années 80, le champ associatif français il est complètement dominé par les abolitionnistes, donc associations dites d'action sociale, et qui avaient pour principal but la réinsertion sociale. Donc à partir des années 60, où il y a eu l'idée que l'État devait adopter l'abolitionnisme complètement comme une idéologie d'État, même s'il y a eu la fermeture des maisons closes en 1946, mais à partir de 60, il y a eu les ordonnances de 60, etc. Bon. Et dans les années 80, avec l'émergence du VIH, bon là, ça commence à coincer parce que on ne peut plus rester uniquement avec un champ associatif qui dit le but c'est la sortie de la prostitution, et pour lutter contre le sida, il faut lutter contre la prostitution parce que si elles n'étaient pas prostituées, elles ne seraient pas exposées au VIH, etc. Et là, on leur dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, Lydia Brajotti, qui est une des pionnières de la réduction des risques dans la question du travail sexuel, et d'ailleurs qui était aussi, qui intervenait aussi sur la question de l'usage de drogue, elle a fait partie des fondatrices du Bus des femmes à Paris. Et avec cette idée-là que, oui, il faut faire de la prévention, oui, il faut faire de distribution du matériel de protection les préservatifs, gel, digue dentaire, tout ça, l'information, et donc dans cette idée de réduire les risques. Et puis aussi, autre chose qui était nouvelle à l'époque, c'était aussi le fait d'inclure les travailleurs du sexe comme travailleuses paires pour pouvoir faire ce travail aussi d'accompagnement vers la santé. Et donc ces deux aspects-là, que ce soit distribution de matériel ou inclusion, et donc reconnaissance de l'expertise et des compétences des personnes acquises via l'exercice du travail sexuel pour pouvoir ensuite faire un travail de prévention, ces deux choses-là étaient très controversées. En tout cas, les associations de Bus des femmes et d'autres associations qui ont suivi ont été attaquées par les abolitionnistes en disant les proxénètes roulent en bus, vous maintenez les gens dans la prostitution au lieu de les en sortir. Oui, bon, le lobby des proxénètes c'est tout le temps, on a encore aujourd'hui. Mais, et donc voilà, ça a été assez révolutionnaire à l'époque. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus ancré, même si maintenant depuis 2016 on s'est de nouveau menacé puisque on a des gros problèmes de financement, puisque maintenant à nouveau on nous dit on ne veut plus vous subventionner parce que vous ne soutenez pas la loi. Donc c'était le cas du Lotus Bus à Paris qui a perdu sa subvention droit des femmes avec la ville de Paris. À Nantes, Paloma qui a perdu une subvention aussi de la délégation départementale aux droits des femmes. Le Bus des femmes à Paris a de gros problèmes d'argent. À Toulouse aussi. Enfin bon, il y a de nouveau une mise en danger de toute la santé communautaire qui a été développée dans les années 80, parce que maintenant, de nouveau, l'État veut favoriser par des agréments ou par des subventions les abolitionnistes et coupe les fonds aux associations dites communautaires parce qu'on n'est pas pour la loi et qu'on le dit ouvertement. Donc la réduction des risques, oui, ça a pourtant eu de grands succès, puisque comme les usagers de drogue d'ailleurs, les travailleurs du sexe ont montré qu'elles étaient très responsables. En 2016, il y a eu la Haute Autorité en Santé qui a fait une publication de compilation d'études qui a montré qu'on était sur un taux d'usage du préservatif systématique de 95% pour la pénétration. Bon, malheureusement, c'est remis en cause puisque la dernière étude de 2018 montre qu'on a 38% des gens maintenant qui ont des difficultés à imposer le préservatif. Donc, donc en 2 ans, on a perdu pratiquement un tiers des personnes. Non, mais c'est clair. Juste réagir sur l'importance de prévention et réduction des risques, parce que souvent, nous, quand on parle de prévention, pour nous, c'est une question de prévention santé, donc c'est comme disait Thierry, c'est distribuer du matériel de prévention pour le travail sexuel, globalement, préservatif et gel.
Et c'est une des questions dans la loi qui est importante, c'est qu'il y a un article dans le Code de l'éducation qui a été inséré sur la question de la prévention sexualité pour apprendre à avoir une bonne sexualité. Hein. C'est la bonne sexualité non tarifée, dans le cadre amoureux. Parce qu'attention, il ne faudrait quand même pas avoir éventuellement des rapports sexuels, alors c'est pas hors mariage, c'est hors désir, hors amour, hors plaisir, tout ça, tout autant de choses qui sont absolument non mesurables. Et c'est extrêmement inquiétant. Et pour revenir sur la question, je pense que ça fait un lien aussi avec la question usage de produits et la prévention en milieu scolaire, parce que ça veut dire qu'en fait, dès le plus jeune âge, on a des associations abolitionnistes, donc anti-prostitution, et qui ont clairement un jugement sur l'activité, qui vont aller voir les élèves, leur dire, ben voilà, ça c'est une bonne sexualité, ça c'est une mauvaise sexualité, puis quand vous avez une sexualité tarifée, c'est hyper grave, sauf que on sait bien qu'il y a aussi plein de jeunes, éventuellement des mineurs, qui ont une sexualité tarifée, qui vont du coup jamais oser en parler, qui du coup vont pas du tout avoir accès à la question de la réduction des risques. Et je veux dire, quand on voit ce que c'est à l'heure actuelle, la prévention santé de manière générale, la lutte contre le VIH, je veux dire, dans les années 90, on avait des publicités pour les préservatifs à heure de grande écoute. Maintenant, quand il y a une affiche avec un préservatif dans la rue, mon Dieu, tout le monde est hyper choqué. Non mais ça veut dire que quand même, en fait, le préservatif, c'est devenu un tabou. Donc, sur les personnes qui ont, je veux dire, la sexualité de manière générale, mais aussi les personnes qui ont une sexualité tarifée, il n'y a pas de réduction des risques dans leur direction, parce que l'enjeu, c'est la lutte contre la prostitution. Et la lutte contre les produits, ça ne permet pas de parler avec les personnes. Et le non-jugement, s'il n'y a pas de non-jugement, personne ne parlera jamais de ça. Et c'est des questions de santé publique majeures. Si on n'a pas une approche santé, c'est des questions de VIH, d'IST, c'est des questions de violence hyper généralisée, et on ne fait rien contre ça au nom d'un dogmatisme, au nom d'une idéologie morale, qui en fait, très concrètement, et je suis désolée, sans vouloir faire un pathos, qui tue à l'heure actuelle. Il y a une travailleuse du sexe, d'ailleurs il y a 2 travailleuses du sexe en fait qui ont été tuées dans les 2 derniers mois. Donc c'est de ça dont on parle, c'est des idéologies qui tuent des personnes à l'heure actuelle. Merci beaucoup aux intervenants de la première séquence, on peut les applaudir, c'était long et difficile. Et on va passer donc au débat suivant que je suis ravie d'introduire puisque